l'honneur d'avoir un beau panel, troisième panel pour le village de l'innovation, qui sera modéré par Dr Baha Rabia, consultante spécialisée en nutrition et santé humaine, sous le thème innovation dans la prise en charge de l'obésité. Et voilà, donc vous avez la parole, chère madame. Merci, merci pour cette présentation. Merci à l'assistance. Merci aux organisateurs et tous les partenaires. Avant d'inviter les experts à participer à cette table ronde, je vais d'abord vous faire une petite présentation, si vous permettez bien, pour planter un peu le décor, comme on dit. Donc le thème aujourd'hui, c'est l'innovation. Je vais me mettre debout, c'est mieux, je pense. C'est l'innovation en matière d'obésité et qu'est-ce qu'elle apporte à la prise en charge. Donc, qu'est-ce que c'est que l'obésité? Tout d'abord, l'OMS l'a définit comme une augmentation de l'indice de masse corporelle. D'accord? Et donc, elle va la classer en différentes classes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va garder cette définition? Cette définition, elle a des limites. Pourquoi? Regardez cette slide. Si vous voyez bien les deux personnes qui sont à gauche de votre écran, ils ont des BMI qui sont différents, d'accord? Par exemple, celui qui est complètement à gauche, il a beaucoup plus de muscles, c'est clair, alors que son indice de masse corporelle est plus élevé. Donc, ce n'est pas vraiment l'indice de masse corporelle qui est convenable dans cette situation. Là, c'est vrai que c'est très visible, mais regardez ces deux personnes-là qui sont l'un à côté de l'autre. On a la personne qui est à droite de votre écran et nous paraît vraiment mince, alors que finalement, c'est cette personne-là qui a un pourcentage de masse grasse plus élevé. Et puis, aujourd'hui, on sait que la masse maigre, c'est-à-dire le muscle, c'est celui qui va nous prévenir contre l'insulinorésistance et c'est celui qui va protéger la santé. Par contre, c'est la masse grasse qui va plutôt induire des maladies chroniques et des maladies non transmissibles. Et il y a des moyens très simples. Le moyen le plus simple, c'est la mesure du tour de taille qui va nous permettre d'avoir une idée sur la graisse intra-abdominale qui est vraiment la plus vulnérable, c'est-à-dire c'est elle qui va induire le plus de maladies non transmissibles telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'insuffisance rénale et toutes les autres pathologies non transmissibles qui l'accompagnent. Il y a bien sûr d'autres méthodes, la composition corporelle. Je ne suis pas là pour étaler toutes les autres méthodes. Il y a l'impédance-métrie, il y a plusieurs méthodes pour déterminer les différents compartiments. Mais le moyen le plus simple, c'est de mesurer le tour de taille en plus de l'indice de masse corporelle. Ceci dit, vous allez voir dans ma présentation, malheureusement, que je vais toujours parler de l'indice de masse corporelle parce que c'est celui qui est retenu par les instances internationales jusqu'à aujourd'hui. Sachant que c'est la réduction de la masse grasse qui va donner un bénéfice à la santé. Alors d'ailleurs, regardez, le tour de taille, il est inclus dans les critères du syndrome métabolique qui est, lui, responsable de la genèse des maladies non transmissibles. La réduction de masse grasse, elle va bien sûr améliorer le diabète, elle va améliorer l'hypertension artérielle, elle va diminuer le risque cardiovasculaire, elle va diminuer le risque, c'est-à-dire le risque de certains cancers, le profil lipidique, et puis elle va améliorer le sommeil. Donc la réduction de la masse grasse est vraiment l'idéal pour améliorer l'état de santé. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va parler de l'obésité. Je vais quand même vous projeter quelques données récentes. Ça, c'est des données qui ont été publiées hier. C'est vraiment les dernières données sur l'obésité. Donc l'état des lieux dans le monde, vous voyez par exemple là les projections 2025 à 2035 dans le monde. En 2035, je ne parle pas de surpoids, je parle d'obésité. 54% de la population sera obèse si rien n'est fait jusque-là. 54%, c'est vraiment un impact
non seulement sur la santé, mais aussi sur l'économie. Et puis, les maladies qui sont attribuées, la mortalité qui est attribuée à l'indice de masse corporelle élevé ou l'excès de poids ou l'obésité, elle est à 12%. Donc là aussi, on va voir l'évolution des différentes maladies causées par l'obésité. Et puis, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de notre continent, c'est de parler de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est vraiment aussi concernée par ce problème de santé publique, toujours dans la même publication d'hier, datant d'hier. Donc vous voyez très bien que notre continent est aussi touché. Regardez, 47% de la population africaine sera en obèse. Je ne parle pas de surpoids, parce que si on rajoute le surpoids, ça sera vers les 20%, donc on sera vraiment dans les 60 à 70% en surpoids ou obèse. Et puis, ce qui m'inquiète, c'est surtout ce chiffre-là. C'est-à-dire les décès qui sont attribués à l'obésité. Là, vous voyez, on est à peu près à 15%. 15%, c'est un chiffre, 15% des décès seront dus à l'obésité. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même alarmants. Et là, c'est pour comparer avec les autres continents. On voit très bien que notre continent, le continent africain, il est classé 4e. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le dernier. Vous voyez que l'AVC, on est classé quand même 3e. Pourquoi ? Peut-être que tout à l'heure, professeur Jaafar Haïkel, qui est spécialiste, nous donnera une réponse, mais je pense que c'est aussi par rapport à l'offre de soins, le décès qui est dû à l'AVC. Parce qu'il faut le savoir, nous avons une offre de soins qui n'est pas équivalente aux autres continents, alors que nous aurons les mêmes maladies, donc le fardeau sera encore plus important. Alors, l'obésité ou le surpoids ou l'excès de masse grasse, il est dû à quoi? Si on a une formule mathématique en nous utilisant, c'est un équilibre entre les entrées et les sorties. Donc le déséquilibre entre les entrées et les sorties, c'est clair, c'est ce qui va entraîner l'obésité. Peut-être qu'aujourd'hui, on changera d'avis. Il y a peut-être d'autres choses. Et c'est la raison pour laquelle nous allons discuter lors de cette table ronde, mieux comprendre la pathogénèse, comment se développe l'obésité. Est-ce que c'est seulement cet équilibre, ces déséquilibres, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? C'est ça qui, aujourd'hui, nous passionne. Est-ce que la nutrition a une place? Et si elle a une place, quel type de nutrition allons-nous aujourd'hui proposer pour nos patients? Les nouvelles pistes thérapeutiques, y en a-t-il? Est-ce qu'elles sont aussi disponibles dans notre continent? Est-ce qu'elles sont safe ou pas? Et puis, quelle vision santé publique? Quelles sont les perspectives que nous aurons aujourd'hui en quittant cette salle? Est-ce que nous aurons une vision claire sur qu'est-ce qu'on doit faire demain ou qu'est-ce qui sera fait demain? Et pour cela, nous avons invité des experts de haut niveau que je vous demanderai d'accueillir. Professeur Moustapha El Fahim, c'est un passionné de génétique. Les chromosomes et la génétique, il la connaît très bien. Et c'est la raison pour laquelle nous l'invitons aujourd'hui, parce que c'est le premier qui a mis en place cette plateforme, la plateforme nationale. C'est une fierté pour notre pays que quelqu'un ait mis une plateforme nationale de génomique fonctionnelle. Il manipule les gènes comme nous manipulons. Ok. Donc, professeur Moustapha El Fahim, je vous laisse lire son cursus qui est très riche. Et puis, nous accueillons Dr Adem Slemnia, qui est algérien, qui est de l'Algérie, africain comme nous, et que nous invitons aujourd'hui parce que lui aussi, il est... Pardon? Je lui ai dit tout à l'heure, vous ne gardez que le A de l'Algérie. Je ne sais pas s'il garde tout, mais bon, je ne voulais pas le dire au micro, mais bon.
Donc c'est un monsieur qui a beaucoup fait dans la physiologie, pour la physiologie et la nutrition humaine, il maîtrise très bien. Il a aussi un doctorat aux États-Unis, il a un MBA marketing, mais aussi aujourd'hui, il est là parce qu'en plus de sa casquette de biologiste, de médecin qui maîtrise la biologie, le microbiote, sur lequel il a beaucoup travaillé, il a aussi travaillé sur la médecine, nouvelle médecine, la médecine digitale, c'est bien ça, professeur? Et puis, professeur Jafar Heikel. Professeur Jafar Heikel, qui est un médecin nutritionniste, un PhD en nutrition, un économiste, un spécialiste de la santé publique. Sincèrement, je peux le dire, c'est une boîte à outils, professeur Jafar Heikel, parce que c'est vrai qu'il a tellement un parcours extraordinaire qu'il a touché à tout, mais qui a commencé du bas de l'échelle, c'est-à-dire il a commencé comme médecin, il a beaucoup travaillé en santé publique, il a occupé des postes de responsabilité, il a continué la recherche, il a fait beaucoup de publications aussi, et donc il est là pour nous donner son avis et participer au débat. Je laisse oui, la femme, oui. Kenza Ben Omar, docteur Kenza Ben Omar, que nous applaudissons. Elle nous suit depuis Ouarzazate via la nouvelle technologie. Elle ne peut pas être ici avec nous, mais c'est une adorable femme. C'est une femme qui a beaucoup travaillé dans le domaine elle est endocrinologue, enseignante, elle était à l'université Lille 2. Donc, c'est une dame qui a un bon bagage déjà fondamental, mais qui a aussi beaucoup travaillé. Elle est installée à Casablanca et elle va donner son avis sur les nouvelles pistes thérapeutiques, surtout les nouvelles molécules utilisées dans l'obésité. Donc, avant de vous poser des questions concernant vos spécialités, j'aimerais avoir votre avis sur l'état des lieux, les chiffres que vous avez vus. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que... Voilà. Professeur Fahim. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand honneur d'être parmi vous et de participer à cette thématique fort intéressante. Certes, les chiffres qu'on a vus nous interpellent à plusieurs niveaux. D'abord, l'obésité a atteint un degré d'épidémiologie. Et donc, il est urgent d'agir et de repenser la prise en charge. Et ceci en améliorant le dépistage, le diagnostic, la prévention, la personnalisation de traitement et bien sûr la participation de patients. Et c'est ça ce que je vais essayer de développer avec vous à travers les données génomiques. Merci. Professeur Jamal. Merci beaucoup, cher ami. D'abord, merci à Dr Younes Mhachi et à son équipe. Merci aux organisateurs. Merci à vous d'être là un samedi après-midi et merci à mes confrères et à Baha. Écoutez-moi les chiffres. Vous savez, les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Hein. D'ailleurs, mes professeurs me disaient il y a deux types de mensonges. Il y a les gros mensonges et les statistiques. Donc les statistiques, ça dépend comment on les interprète. Mais je rejoins ce que disait Baha tout à l'heure. Aujourd'hui, si on voit les données marocaines, à peu près un Marocain sur 5 est obèse. Pas en surpoids, obèse. Un Marocain sur 5. Ce sont des chiffres inquiétants. On parlera tout à l'heure des enfants et des adolescents. Les enjeux sont majeurs. Et les enjeux sont majeurs, pas uniquement, on va le voir sur le plan de la pathologie, parce que c'est une pathologie, c'est une maladie. Ce n'est pas un enjeu esthétique, ce n'est pas un enjeu de est-ce que je vais mettre un maillot 2 pièces en été. C'est un enjeu de santé publique aujourd'hui. Et avec des conséquences qui sont physiques, qui sont psychologiques et qui vont être économiques. Et donc, mon inquiétude, c'est la tienne, c'est la progression des chiffres. Et c'est une des maladies qui progresse le plus parmi donc, les maladies chroniques, y compris, et Baha l'a montré, en Afrique, où on aurait tendance à croire que c'est plutôt les maladies infectieuses, pas de problème de maladies chroniques, pas de problème d'obésité. Aujourd'hui, c'est un enjeu de santé publique et j'espère que tout le monde prendra sérieusement cette pathologie dans sa prise en charge, dans toutes ses dimensions, et non pas laisser un petit peu cette pathologie entre les mains de personnes qui, malheureusement, ne sont pas des spécialistes.
Merci, encore une fois, merci à tous d'être là cet après-midi pour continuer donc nos échanges et nos discussions sur le thème de l'obésité là maintenant. Alors, deux choses, moi j'ai été frappé, je crois qu'hier, donc on vient de franchir le milliard de personnes obèses sur Terre. Donc c'est un chiffre qui doit nous interpeller et ce milliard est réparti sur l'ensemble des continents. Et comme vient de le rappeler mes confrères, l'Afrique et le docteur Baha Rabi payent un lourd tribut là-dessus. La deuxième des choses, et peut-être ce sera évoqué, et on ne peut pas le passer sous silence, il y a une discrimination que l'on doit faire. Les deux sexes ne sont pas touchés de la même manière sur l'obésité, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Personnellement, et sans trop déflorer le sujet, moi j'ai effectivement par rapport à ce qui a été présenté, je m'intéresse à deux choses. Je ne suis pas microbiologiste, moi je suis biochimiste à la base, mais je m'intéresse au microbiote et aux nouvelles technologies. Et donc on vient de passer ce milliard de personnes atteintes d'obésité et pourtant la technologie n'a jamais été aussi présente dans nos vies et comment on peut aujourd'hui, avec les différentes solutions que nous avons, d'essayer de combattre cette maladie, puisque classée maintenant comme maladie et pas juste, comme le rappelait le professeur Heikel, un souci esthétique de perte de poids. S'il faut vraiment le traiter et le prendre en considération comme étant une maladie, ça veut dire des traitements pour les personnes en obésité, ça veut dire une prise en charge et pas laisser ça à une industrie de quelques compléments alimentaires et je ne sais autres salles de sport. C'est un sujet très sérieux et voilà, j'espère échanger avec vous sur ce sujet. Merci. Je vous remercie pour vos interprétations. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, je ne sais pas si je peux avoir la projection. Oui. Alors, oui, Kenza, on a tendance à t'oublier, ma chère. Bonjour tout le monde. Donne-nous ton avis sur ce que tu as vu, s'il te plaît. Alors déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est un réel honneur pour moi d'être parmi vous. J'aurais aimé être avec vous en présentiel, mais je suis un petit peu plus loin, au Ouarzazate. Alors, en effet, les chiffres, comme tu l'as dit, sont très alarmants, mais je pense qu'on est sur un essor et puis à la croisée des chemins et on a enfin peut-être compris beaucoup d'éléments sur l'obésité. On avait pris beaucoup de temps. Je pense que l'obésité est une maladie très complexe et on a pris beaucoup de temps sur le plan scientifique, que ce soit hormonal, endocrinien, génétique, sur le microbiote et beaucoup d'éléments, je pense qu'on va voir aujourd'hui, sur comprendre en effet l'obésité. Moi, je me rappellerai toujours que quand on nous disait que quelqu'un est maigri ou va casser sa courbe de croissance, on s'inquiète tous. Et je pense que tous les médecins vont faire un bilan et vont faire une exploration sur cet amaigrissement. Par contre, quand quelqu'un prend du poids, on est plus dans manger un peu mieux et bouger plus. Et on a enfin compris que ce n'est pas ça, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je pense que là, c'est très intéressant d'en parler, d'expliquer les choses, dans peut-être aussi la déculpabilisation des patients, parce qu'on a des patients en souffrance, en réalité, en face de nous en consultation. Et aujourd'hui, on va peut-être voir quelques pistes d'espoir pour ces patients qui, dans la compréhension de la physiopathologie de la maladie, on a peut-être enfin des outils pour les aider à améliorer leur qualité de vie et puis à traiter cette maladie et enfin à prévenir toutes les maladies métaboliques qui vont être conséquentes à l'obésité. Merci, docteur Ben Omar. Effectivement, c'est une maladie et c'est ça qui est important aujourd'hui. La prise en charge d'une maladie, c'est complexe, c'est beaucoup d'intervenants, beaucoup de déterminants. Et peut-être on va commencer par la première. Je peux? Oui, s'il vous plaît. Alors, voilà. Ça vous dit quelque chose? C'est lui qui comprend. Alors, professeur Fahim, la génétique. Tout à l'heure, on a parlé de cette formule mathématique. C'est pas vrai. Voilà. Donc, il y a la formule mathématique, il y a la description d'une maladie, mais il y a l'explication de l'origine de la maladie.
Donc vraiment, la diapo sur les mathématiques, ça permet de décrire. Mais d'expliquer l'origine, c'est une autre bataille. Alors, de par ma formation, puisque je suis biologiste moléculaire, je dois faire quelques définitions et quelques rappels pour pouvoir appréhender vraiment l'importance de la génétique dans l'obésité. Mais En respectant le temps. En respectant le temps, bien sûr, et je vais aller très rapidement. Et donc l'information génétique, il va exister sous différentes formes. C'est ce que vous voyez. Sous forme chromosomique, sous forme de gènes et sous forme de nucléotides. Les 4 lettres qui composent notre ADN, A, T, C et G. Et donc lorsqu'on parle d'une maladie génétique, donc on parle de l'altération au niveau chromosomique. Soit c'est le nombre de chromosomes qui va augmenter, soit c'est la structure de chromosomes qui va changer. Et cela va induire ce qu'on appelle les obésités syndromiques. Alors, au niveau génétique aussi, au niveau des gènes, il y a aussi l'altération de l'information génétique. Et donc, ce que vous voyez en flèche, c'est la localisation des gènes. Et donc, la révolution technologique du 21e siècle, c'est notre capacité à situer chaque gène à son niveau dans le chromosome et à faire un lien étroit entre le fonctionnement de gènes et l'installation de la maladie. Ce qui me ramène à dire, la biologie moléculaire est une discipline qui va nous permettre de comprendre la physiopathologie de n'importe quelle maladie, mais à l'échelle moléculaire. Et le paradigme de l'approche médicale pour la prise en charge d'une maladie va complètement changer. On ne va plus aller de phénotypes et de tableaux cliniques pour aller chercher l'origine, mais je peux prédire la maladie avant même qu'il n'arrive. Et c'est ça vraiment l'apport de la génétique. Et donc quand il y a une altération d'un seul gène, il peut causer la maladie. Imaginez, nous avons 3 milliards de nucléotides de notre génome. Si vous avez un seul nucléotide qui va changer par une substitution, une délétion ou bien une inversion, ça peut être fatal et donner une maladie qu'on appelle la maladie monogénique. Donc on a une vingtaine d'obésités monogéniques. Un seul gène qui va donner la maladie. Mais la majorité des obésités sur le plan génétique sont des obésités polygéniques, où on a des variations au niveau des nucléotides sur plusieurs gènes, et c'est l'intégration de l'ensemble de ces variations qui va nous donner un phénotype. Et donc, en réalité, lorsqu'on dit l'obésité, ce n'est pas une obésité, c'est vraiment plusieurs obésités et chaque obésité, elle est vraiment individuelle. Et grâce aux technologies de la biologie moléculaire et de la génomique, nous sommes actuellement capables de détecter les altérations au niveau des chromosomes, de détecter les altérations au niveau des gènes et de détecter les altérations au niveau des nucléotides. C'est une résolution vraiment inédite et on veut que ces techniques et ces tests génétiques soient mis à profit pour justement diagnostiquer de façon précoce, prédire la maladie, traiter la maladie de façon personnelle et aider le patient à participer. Voilà. Vous voyez, oui. C'est une belle innovation. D'après ce que j'ai compris, c'est que quand on a un patient qui est obèse, on ne va pas seulement poser le diagnostic de l'obésité, mais on va aussi aller chercher ce type d'obésité dans un test génétique. C'est bien ça? Très bien. Et est-ce que, moi, je ne sais pas, je vous pose une question. Si c'est génétique, c'est bien, ça va déculpabiliser, c'est clair. Oui, tout à fait. C'est une maladie, oui, ça va déculpabiliser. Exactement. Mais est-ce que on va naître avec? Parce que j'imagine que tout le monde se pose la question. Exactement. Est-ce qu'on naît avec? Ou est-ce que il y a une influence de l'environnement par rapport Très bien. et qui influence l'apparition de ces Exactement. ces Alors, pathologies? dans le domaine de la génétique, on va distinguer entre une maladie héréditaire et une maladie génétique. Donc, on a la maladie génétique héréditaire et on a ce qu'on appelle la génétique de la maladie. Donc, ce qui est héréditaire, si je suis obèse, est-ce que je vais transmettre l'obésité à ma descendance? Donc, si le gène est germinal, donc il va être transmis de génération en génération. Ça, c'est la maladie héréditaire. Mais l'autre volet qui est très très intéressant, c'est actuellement on est en train de comprendre toutes les maladies, c'est ce qu'on appelle la génétique des maladies. Quels sont les gènes qui vont intervenir?
Et donc, j'ai parlé de l'altération de l'information génétique au niveau chromosomique, au niveau gène et au niveau nucléotide. Ça, c'est ce qu'on appelle les altérations structurelles. Mais il y a un niveau d'altération extraordinaire et très fascinant, c'est l'altération fonctionnelle. Autrement dit, on peut avoir le même gène dont la structure n'a pas changé, mais les personnes ne répondent pas de la même façon parce que la régulation de l'expression de ce gène est différente. Et cette régulation, justement, c'est là où il intervient les habitudes, la nutrition, etc. Et c'est là où vraiment un nouveau domaine qui apparaît, qui est l'épigénétique et son influence. Et on a malheureusement, on fait quelque chose, lorsqu'on parle de la génétique, et lorsque la génétique est terminée, on va parler de l'épigénétique. Mais déjà, l'épigénétique et la génétique, ils sont intimement liés. J'ai le script, j'ai la séquence, mais c'est comme nos gènes, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle des promoteurs, c'est des interrupteurs. On peut allumer et on peut éteindre un gène. Si le gène me donne l'obésité, je vais l'éteindre. Si je veux avoir du poids, je vais allumer le gène. Mais ça ne fonctionne pas avec un on-off. Ça fonctionne avec un système de rhéostat. Ça veut dire que je peux augmenter l'intensité d'expression, comme je peux diminuer l'intensité d'expression, et c'est là où intervient vraiment les nutritionnistes et tout ce qui est environnemental. Voilà. Merci pour ces éclaircissements. Et justement, la question est pour vous, professeur Jafar Eikel. Est-ce que la nutrition, elle a encore sa place? D'après ce que j'ai compris, c'est vrai. Et j'aimerais bien que vous nous donniez plus d'idées. Quelle nutrition aujourd'hui avec ces nouvelles avancées scientifiques? D'abord, j'espère que tout le monde a très très bien compris ce qu'a voulu dire professeur Al-Fahim. Parce que si vous ne comprenez pas exactement le fond, on va dire, si c'est génétique, il n'y a plus rien à faire. On va dès le départ faire les tests pendant que maman est enceinte et on va faire les tests et on va voir si on va devenir obèse ou non. Et tu me corriges si je me trompe. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une structure, il y a une possibilité effectivement très grande que la génétique intervienne et il y a ce qu'on appelle l'expression et la susceptibilité. Ça ne veut pas dire que toute personne qui est en surpoids est automatiquement déterminée génétiquement, il n'y a rien à faire. Et c'est là où il a rajouté, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est un excellent enseignant, il explique très bien, il a parlé d'épigénétique. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui vont intervenir et qui vont, comme il l'a très bien dit, le thermostat, augmenter ou diminuer cette lumière ou cette expression en fonction d'un certain nombre. Par exemple, nous savons aujourd'hui que les nutriments que vous allez utiliser vont jouer un rôle sur cette expression. On sait que notre mode de vie va jouer un rôle. On sait que l'environnement va jouer un rôle. On sait que le stress va jouer un rôle. Mais là aussi, tout ceci, maintenant, nous le comprenons mieux sur le plan scientifique. Et c'est pour ça que je vous conjure à considérer la nutrition et les autres phénomènes comme une science, s'il vous plaît. Parce que nous voyons, nous, de notre côté, beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec la science et qui vont vous dire il faut manger ça, ça va changer ça, il faut faire de l'exercice physique 3 heures par jour et on voit. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de régime sur le plan scientifique? Si vous faites une revue de littérature, ce qu'on appelle une méta-analyse, combien de régimes marchent à travers le monde, partout, États-Unis, France, ce que vous voulez. Vous savez combien? Vous avez une idée? Le maximum, les meilleures études, c'est 32% de succès. Et donc 68% d'échecs. Et s'il y a un médecin ici au Maroc ou partout qui vous dit « chez moi, c'est 90% de succès », un conseil, n'allez pas le voir. C'est pas vrai. C'est impossible parce que, comme mes amis l'ont dit, c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de choses. Donc les gens qui s'inscrivent sur certains réseaux sociaux, qui vous disent « inscrivez-vous, je suis le gourou de la nutrition, il faut manger ça, ne pas manger ça. Attention, les fruits et les légumes, c'est après le repas, c'est pas avant le repas. Attention, il faut manger il faut boire les tisanes. Attention, il faut faire ça. » Tout est basé sur des données scientifiques. Aujourd'hui, la génétique nous aide parce qu'il y a beaucoup de nouvelles données en génétique, mais il y a également beaucoup de données sur la nutrition, sur l'environnement, sur le rôle que certains nutriments vont jouer à l'échelle moléculaire. Et donc, il faut que ce soit les scientifiques. Quand je dis les scientifiques, que je m'entende bien, ça ne veut pas dire uniquement les médecins. Il y a des scientifiques de haut niveau qui sont pharmaciens,
des scientifiques de haut niveau qui sont nutritionnistes, non médecins ou non pharmaciens, mais des scientifiques. Scientifiques dans le beau sens du terme, c'est-à-dire des gens qui ont la connaissance et qui ne vont pas, par exemple, dire sur certaines radios, ne donnez pas aux cellules cancéreuses à manger si vous voulez réduire le cancer. On est là dans cette table ronde et je remercie les organisateurs. C'est vraiment, on veut s'inscrire dans une prise en charge de l'obésité avec une approche scientifique dans l'intérêt des gens, parce que ça crée beaucoup de frustration. Il y a même des gens qui dépensent des sommes d'argent astronomiques, en chirurgie, en médecine, en ce que vous voulez, alors qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent être génétiques, qui peuvent être liés à d'autres phénomènes et qui font en sorte qu'on n'a pas les résultats escomptés et que malheureusement on est frustré. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que l'expression elle est là, la génétique elle est là, à nous, notre mode de vie, notre mode d'activité physique, d'ailleurs vous le savez, hein, vous aurez beau faire toute l'activité physique du monde, vous savez à combien elle contribue dans votre dépense énergétique globale, hein? C'est rien du tout, au maximum c'est à 30%. Alors vous pouvez sautiller tant que vous voulez, d'accord? D'abord, il faut un type d'exercice particulier, il y a le métabolisme de base, il y a la nutrition, il y a la génétique. Donc c'est hyper complexe, c'est l'ensemble de tout cela qui va faire en sorte que oui ou non, on va pouvoir évoluer dans le bon sens, à un rythme et à une durée, et malheureusement parfois, il faut laisser le temps au temps. Merci, Si Jafar, si vous permettez. On va l'applaudir, effectivement. Sincèrement, je le remercie pour avoir insisté sur la notion de génétique et le déterminisme génétique. Donc on a l'impression que tout ce qui est génétique est figé, on ne peut pas y échapper, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué l'épigénétique, etc. Mais il y a un domaine actuellement, avec le développement technologique, on parle de la pharmacogénétique, on parle de la génomique, de la protéomique, de la transcriptomique. Ce sont ces sciences omiques qui sont maintenant accessibles et possibles. Mais il y a une discipline émergente, et elle a fait allusion à l'effet de nutriments sur l'expression de gènes, c'est ce qu'on appelle la nutrigénomique. Alors pour les pharmaciens qui connaissent très bien la pharmacodynamique, la pharmacocinétique et le métabolisme, sur le même angle, sur la même dimension, dans les mêmes perspectives, on a la nutrigénomique. Et donc si on mange la même quantité de calories, il y a des gens qui vont métaboliser très rapidement, d'autres moins rapidement, et les conséquences bien sûr en entrée énergétique et donc il est très important que ces nouvelles disciplines de la médecine personnalisée, à savoir la nutrigénomique, soient implémentées et que les professionnels de la santé soient également, ils doivent updater leurs connaissances dans ces domaines, parce que demain c'est vraiment la médecine personnalisée. Et chaque patient, il va avoir, lorsqu'il va se présenter demain, avec une carte d'identité, avec sa carte de sécurité sociale, mais avec aussi sa carte génétique, sans oublier sa carte bancaire. Merci, professeur Fahim. Alors, moi, j'aimerais bien, on est dans la médecine nutrition de précision, nutrition personnalisée, mais ça veut dire qu'il faut un diagnostic génétique avant. Donc, on a compris qu'un patient qui se présente, qui est obèse, il ne faut pas seulement prendre les mensurations, la composition corporelle, il faut aller aussi à la génétique. Je ne sais pas si je serai dans un délire, mais je vais quand même me lancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de déterminer à l'échelle communautaire une médecine, pas personnalisée à l'échelle personne, mais à l'échelle du continent ou du pays? C'est-à-dire que, est-ce que le profil européen, le profil américain, le profil asiatique est le même? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas personnaliser nos mesures préventives et notre stratégie? Quelles sont les actions à faire selon le continent et selon cette carte génétique? C'est un délire ou Non, c'est vraiment une très belle réflexion. Et justement, juste après le séquençage de génome humain, qui est considéré comme étant la réalisation du 21e siècle, il y avait deux autres projets. Le deuxième projet s'appelle HAP-MAP, la cartographie des haplotypes dans le monde entier. Et pour faire de la médecine personnalisée une réalité et l'implémenter, chaque pays a fait son programme dans le domaine stratégique sur le génome de la population. Le génome du Marocain n'est pas celui de l'Africain ni de l'Européen.
Et juste pour vous donner des données concrètes, nous avons séquencé 3 génomes de Marocains. Et nous avons trouvé environ 6 millions de variations génétiques. Sur les 6 millions de variations génétiques, c'est-à-dire changement de nucléotides, nous avons trouvé 200 000 SNV, c'est-à-dire variations de nucléotides, qu'on n'a pas trouvé dans les bases de données 1000 génomes, qu'on utilise comme référence, et qu'on n'a pas trouvé dans le GNOME, qui est une autre base de données. Ça veut dire que nous avons des variations à l'échelle de nucléotides qui fait notre polymorphisme et qui est différent des autres populations. Donc ce qui nous interpelle dans la stratégie du ministère de la Santé, d'intégrer justement les informations génétiques sur le génome de Marocains et le réaliser avant d'implémenter. Mais je vois qu'il y a vraiment des médecins qui anticipent les choses, surtout dans le domaine de l'oncologie, où même au Maroc, on a déjà commencé à faire la médecine personnalisée parce qu'il y a un traitement derrière, parce qu'il y a des conséquences financières derrière. Mais vous avez tout à fait raison que chaque population elle est caractérisée et nous avons la démonstration que chaque personne elle est unique. Et lorsqu'on parle de la médecine personnalisée, ne pensez pas que vous allez avoir votre traitement personnel. En fait, ce que va faire la génomique de population, c'est qu'on va stratifier les gens qui ont la même variation génétique et on va les classer dans les métaboliseurs rapides, dans les métaboliseurs ultra. Et là, l'approche va être de population et communautaire, mais en fonction du génotype de la communauté. Merci. Donc nous ne sommes pas dans la fiction, c'est une réalité et on en est vraiment fiers. Alors, le spécialiste du microbiote. Oui, pour moi en tous les cas, je saisis l'occasion que vous soyez parmi nous. On entend beaucoup parler du microbiote, beaucoup de conférences sur le microbiote. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rapprocher l'audience vers ces organismes, de un peu les comprendre, et puis par la suite, je vous poserai bien sûr la question, quelle interaction avec notre alimentation, notre environnement, et puis sur l'obésité, l'impact sur l'apparition de l'obésité. Merci. Merci, docteur Rabi. Alors, si je m'autorisais sur cette différence génétique, je me pose la question, moi, s'il aime l'eau et y est pour quelque chose, mais ça, c'est un vaste sujet. Plus sérieusement, avant de commencer, et je vais répondre naturellement à la question sur le microbiote, quelque chose de peut-être de prendre un peu de hauteur, et qui est vraiment très important et qui nous lie aujourd'hui. Vous avez été de très bons élèves au lycée, et vous avez choisi une discipline dite scientifique, et parfois qu'on associe à une discipline dite de sciences dures. Ce qu'on nous a appris d'une certaine façon, c'est qu'ok, on est parti vers des sciences dures et qu'à côté, peut-être parce qu'on était les meilleurs, il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle les sciences humaines. D'accord ? Or, en tant que pharmacien parmi ceux qui sont ici, vous traitez davantage l'homme que le patient, ou la femme que le patient. Et la vraie question aujourd'hui, en particulier avec la nutrition et le fait qu'on parle de choses qui sont très intimes du vécu du quotidien, si ce que nous faisons ne relève pas des sciences humaines en réalité, d'accord ? Et que peut-être, et c'est là l'évolution et le changement majeur, c'est qu'à la fois avec la personnalisation que nous apporte la génomique ou la métagénomique, je vous dirai ce que c'est dans une seconde, c'est que finalement on va avec la nutrition, et c'est peut-être un champ là où on est en expérimentation en permanence, vers plutôt la médecine de l'homme ou de la femme, et pas la médecine du patient et uniquement de la maladie, parce que c'est multifactoriel. Et donc ça, juste que c'était d'ouvrir un point d'interrogation dans vos esprits, de se dire que finalement, nous sommes aussi dans cette grande école des sciences humaines, et pas que uniquement des scientifiques complètement déconnectés de la nature de l'homme, nature qu'elle soit somatique et même parfois spirituelle. Alors pour revenir sur le microbiote, en fait, l'être humain, il est presque, si on compte en nombre de bactéries, on est plus composé de bactéries que de cellules humaines. On a plus de bactéries sur nous. Et donc, en fait, on est un vecteur, on est un transporteur de bactéries. Bactéries et plein d'autres choses. Des virus, des champignons, c'est moins bon quand ils sont un peu partout, mais on en a. Et plus particulièrement, donc là, on s'adresse au microbiote intestinal, on a des bactéries un peu partout, sur la peau, enfin par là, par tous les points d'entrée, dans
dans la bouche, au niveau des organes génitaux, etc. Et dans le microbiote intestinal, donc on va plutôt se situer dans la partie, si on n'est pas malade, distale, enfin dans la partie, pardon, du système digestif, et donc au niveau du côlon. Donc en principe, c'est là qu'elles doivent être les bactéries et pas ailleurs, sinon c'est pas un bon signe. Et donc les bactéries, et je parle du microbiote intestinal, et je résume aux bactéries, parce qu'il y a des virus, comme j'ai dit, il y a des levures, il y a des champignons, c'est une soupe où il y a énormément d'organismes vivants, et tout ça va participer à s'équilibrer. Et en ce qui concerne les bactéries, plus particulièrement les bactéries, à la fermentation, et va nous permettre de digérer des aliments qui n'ont pas été prédigérés, et donc va permettre à cet écosystème de digérer ces fibres, par exemple, quand il s'agit de fibres, et de produire elles-mêmes des métabolites qui vont leur servir à eux à faire en sorte que cet équilibre soit mis en place, voire même à produire des métabolites qui seront retrouvés dans le sang. Et ces métabolites, à tel point qu'ils peuvent aller même jusqu'à plus loin que l'intestin, et vous avez entendu parler de cette chose, d'un axe maintenant cerveau-intestin, donc l'intestin produisant lui-même des métabolites, mais c'est aussi vrai pour ce microbiote qui est au niveau du côlon. Donc en général on dit intestinal, mais en fait en réalité c'est plus le côlon. Et comme le disait, j'arrête là sur cette question, donc on analyse, on séquence évidemment le génome de l'hôte, c'est-à-dire de l'être humain, mais on commence maintenant aussi à séquencer le génome des bactéries, on appelle ça le métagénome, pour essayer de voir effectivement dans les bactéries que nous avons, est-ce qu'on a, donc du coup là on parle de microbiome, donc le microbiome c'est le génome du microbiote, est-ce qu'on a à travers ce microbiome une signature d'un individu qui serait plutôt en bonne santé, parce que là, c'est là la difficulté, c'est qu'il n'existe pas de microbiote ou de génome dit sain. On a tous un microbiote spécifique. On a 99,9% de gènes en commun, et probablement en plus. Par contre, au niveau du microbiote, on a une diversité beaucoup plus grande, peut-être 70 ou 80% en commun dans le meilleur des cas, et vous imaginez, et tout le reste est différent. Et donc c'est très difficile de pouvoir qualifier aujourd'hui, de dire ça, c'est un microbiote sain, et on va s'arranger pour que ce soit le même pour tout le monde. Ça ne marche pas comme ça, et donc on séquence ce microbiote, et on essaie de regarder, par rapport à une photo donnée, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse évoluer vers une photo qui, globalement, au niveau populationnel, est associée à des individus plutôt sains. Et donc c'est comme ça qu'on va procéder par comparaison pour essayer de voir. Et donc on s'est aperçu que des gens qui étaient malades, et je m'arrête là, et c'est très difficile de savoir qui de l'œuf ou de la poule, mais chez les gens malades, on a des signatures différentes, et c'est le cas pour l'obésité, avec des bactéries qui sont soit présentes, soit manquantes, et qui font que, a priori, c'est associé à l'obésité. Et il y a eu des expériences, on en parlait tout à l'heure par une équipe belge très en pointe, où on a pris des bactéries de rats qu'on a rendus obèses, on les a greffés dans des rats sains, et ils sont devenus obèses. D'accord ? L'inverse, c'est pas vrai. On n'arrive pas à faire l'inverse. Mais si on prend des bactéries d'un individu obèse et on les met dans un individu non obèse, eh bien, il devient obèse. Ça, c'est très important. Et dernier du dernier point, hein, d'accord, on est bien d'accord, mais ça, c'est mon côté algérien. Dernier du dernier point, je voulais dire qu'on a vu ces histoires de calcul, et c'est très difficile d'appréhender l'obésité par la formule mathématique. J'ai une amie qui était là l'année dernière, que j'avais invitée ici au salon de Village de l'Innovation, parce que j'ai commis le crime d'avoir un peu créé ce village, et qui était là, et qui a un calculateur en ligne pour essayer de déterminer la masse grasse. Mais surtout, elle s'est fait l'écho de quelque chose qui est très important, parce que quand on parle d'obésité, il y a une forme de stigmatisation autour de la taille, etc. Il existe des individus dits obèses métaboliquement sains, et des individus dits obèses métaboliquement non sains. Et donc on peut
au titre du BMI, comme on a vu tout à l'heure, avoir un BMI élevé, mais avoir une expression métabolique. Lorsqu'on regarde les paramètres sanguins de ces individus, pas de cholestérol, pas de diabète, enfin vraiment un bilan sanguin très normal, alors qu'on constate un surpoids, voire une obésité. Donc il faut être très humble face à ce qu'on voit. Les yeux ne disent pas la vérité. D'accord ? Et effectivement, et je termine avec ça, réellement, la génétique peut nous permettre de voir ce que nos yeux ne voient pas. Et quand on voit un individu malade, qu'on pense malade, il l'est peut-être, mais il ne l'est peut-être pas forcément. Et porter des stigmatisations sur des gens qui sont obèses au motif qu'on dirait ils sont forcément malades, ça ne marche pas comme ça. Merci pour... C'est bon ? Merci beaucoup. Impressionnant. Je vais quand même vous poser une question. J'hésitais, mais je vais quand même me lancer et la poser, vu que j'ai des pharmaciens avec nous. Est-ce que la consommation... On sait très bien que la consommation d'aliments riches en sucre rajouté perturbe le microbiote et peut induire l'obésité. Maintenant, est-ce que la consommation d'antibiotiques à large spectre et de manière abusive ne serait pas aussi dans la boucle de la genèse de cette obésité ? Complètement. Enfin, c'est difficile d'imaginer qu'en allant tirer avec un tank, quand on devrait utiliser un simple, excusez-moi pour l'image un peu guerrière, d'aller tuer la bactérie qu'on a identifiée d'une manière ou d'une autre, par sa signature, dans les selles, etc., et en voyant un aromatique, évidemment, on va faire des dégâts autour d'un microbiote qui n'était pas forcément dans une forte, dans un fort déséquilibre. On appelle ça une dysbiose. Et donc, effectivement, si on regarde, par exemple, et je reviens à la génétique, et je vais faire court, il y a 50 ans, il n'y a pas de raison de penser objectivement que les hommes et femmes, il y a 50 ans, avaient un ADN différent de celui d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'entre 50 ans et aujourd'hui, on a une ration calorique qui a fait ça, on a une consommation de sucre qui a fait ça, on a eu un usage des antibiotiques qui a fait ça, et donc nécessairement, tout ça est venu impacter notre microbiote, ajouter à cela notre mode de vie beaucoup plus sédentaire, exposé à une pollution aussi dont on n'a pas encore parlé. Manger des fruits et des légumes, c'est bien, mais quand ils sont bourrés de pesticides, c'est moins bien. Et donc tout ça fait que c'est vraiment multifactoriel. On ne peut pas juste dire, pour rappeler forme de charlatanisme d'une certaine façon de ceux qui se font les chantres de la bonne nutrition. On ne peut pas dire aux gens mangez plus de ci, mangez plus de ça, réduisez pire encore dans le cancer où on va induire des cachexie, c'est-à-dire vraiment une dénutrition forte, et donc les médicaments ne vont pas marcher si en plus on ajoute de la faiblesse au sens peut-être anglicisme du terme, à la maladie, donc ça ne marche pas comme ça. Et donc effectivement, tous ces indicateurs, c'est-à-dire qu'on vit vraiment de la façon pas la plus saine possible, et donc réduire les antibiotiques, ces campagnes-là, elles ne visaient pas simplement à faire des économies de santé, mais aussi à s'apercevoir que finalement, ça fait aussi des dégâts, et ça ne fait pas que soigner. Merci beaucoup. C'est un point sur lequel je voulais absolument insister et je profitais de la présence de pharmaciens parmi nous. Cher Kenza, je sais que ces avancées scientifiques ont poussé aussi les industries à donner aussi une avancée thérapeutique dans la prise en charge. Est-ce que pour vous, il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de nouvelles pistes? Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éclaircissement sur ça? Et rapidement aussi, 10 minutes? Oui. Ok, merci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran ou pas. Oui, on voit. Donc, j'ai essayé juste de résumer un petit peu la situation actuelle en termes d'avancée. Alors, on a parlé de génétique, de microbiote. Et en fait, la partie que je vais développer, elle est peut-être plus hormonale. Alors, on a compris à travers les études que dans l'obésité, il y a un dérèglement hormonal également. Ce dérèglement hormonal, il y a plusieurs hormones incriminées dans la balance
énergétiques et métaboliques. Il y a les hormones de la faim, de la satiété. Et ce qu'on a compris en fait à travers les études, c'est qu'à un moment donné, il y a un dérèglement de la satiété chez les patients en surpoids et obèses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on mange, nous, généralement, à partir du moment où on mange, on a une augmentation de la sécrétion des hormones de la satiété, notamment le GLP-1, le glucagon-like peptide 1. Et cette hormone, qui est une hormone incrétine, a une durée de vie très courte dans notre organisme, elle est de l'ordre de 2 minutes, et elle est dégradée très vite. Et malheureusement, plus on va exposer notre corps à des dérèglements au niveau alimentaire, des troubles du comportement alimentaire, à des régimes, professeur Jaafar Haïkel en a parlé tout à l'heure, au régime avec les effets yo-yo, puisque vous savez, vous faites de la restriction alimentaire, puis après, forcément, automatiquement, une fois qu'on reprend, il y a de l'excès, et donc, ces désordres vont perturber nos hormones. Donc, les hormones qui sont incriminées sont importantes. Il y a la gréline, il y a la leptine, il y a les GLP-1, le glucagon. Toutes les hormones intestinales ont été incriminées dans l'obésité. Alors, il faut savoir que pour l'obésité, il y a eu des avancées thérapeutiques très importantes. Ça date de 2005. Et en fait, récemment, on a eu des résultats qui sont probants dans des médicaments qui vont agir sur ces désordres hormonaux, sur des désordres qui vont permettre aux patients en surpoids ou obèses d'améliorer, d'équilibrer leur balance hormonale. Alors, je vais parler du GLP-1. Je pense que beaucoup de gens en ont parlé puisque ça a été médiatisé ces derniers mois. Alors, juste pour comprendre, le GLP-1, c'est une hormone qu'on a tous, qu'on sécrète, et qui va agir de manière pléiotrope sur plusieurs organes. D'abord, le cerveau. Il y a un récepteur direct du GLP-1 sur le cerveau et ça va permettre une satiété précoce. Ça va diminuer le food intake, ça va diminuer les rations qui vont être mangées par les patients. Ça va agir également sur l'estomac en diminuant la vidange gastrique. Ça va agir sur l'insulinorésistance parce que la deuxième hormone incriminée également dans le surpoids, mais surtout dans la conséquence des maladies métaboliques, c'est l'insulinorésistance. On sait que c'est les premières étapes du prédiabète et du diabète, mais aussi dans la stéatose hépatique. Donc, cette molécule va permettre aussi d'améliorer l'insulinosensibilité et de réguler la sécrétion d'insuline. Et donc, à travers ces avancées, on a pu avoir des médicaments qui vont être des peptides et qui sont des analogues du glucagon-like peptide 1. On en a beaucoup. Alors, je vais passer, c'est le liraglutide, le dulaglutide, le sémaglutide. La famille du GLP-1 est assez manifeste maintenant. On en a vraiment beaucoup avec des études qui ont été faites dans le surpoids et l'obésité. Alors, vraiment un message important. On n'est pas en train de prendre des médicaments pour le diabète et on est en train de faire du mésusage. Non, c'est des médicaments qui ont été indiqués dans le surpoids et l'obésité, d'ailleurs à des doses beaucoup plus importantes que dans le diabète. Si je prends par exemple le liraglutide, il est à 1,8 pour le diabète, mais à 3 mg pour l'obésité et le surpoids à partir d'un IMC supérieur à 27. Donc, c'est des indications avec des études qui sont importantes. Alors, je vais avancer puisque on a eu des avancées vraiment très, très intéressantes. On a dépassé les agonistes et on est maintenant sur des doubles agonistes. Les doubles agonistes, c'est du GLP-1 par exemple et du GIP. Le GIP est une hormone également, c'est le polypeptide insulinotropique qui est normalement exprimé par les cellules K de l'intestin. Et ce GIP va être, en étant associé au GLP-1, va avoir un effet manifeste, regardez, sur une synergie importante d'un effet pléiotrope, parce qu'on a compris que ce n'est pas que diminuer le food intake ou ou avoir une restriction alimentaire, c'est beaucoup plus complexe. On va améliorer l'insulinosensibilité, on va diminuer la néoglucogénèse et on va augmenter les capacités sécrétoires intestinales pour avoir justement un métabolisme qui va être plus rapide. On va faire des métaboliseurs plus rapides en ayant ces molécules. Alors, le tirzépatide est déjà en commercialisation. Il est commercialisé aux États-Unis avec la FDA qui a été faite là en 2021, aux Émirats arabes unis, pas encore en Europe. Alors ensuite, donc ça c'est des études qui ont été là publiées dans le New England Journal of Medicine, le tirzépatide chez les patients avec et sans diabète, donc on perd jusqu'à 12 kilos en 3 mois. Alors, sur les incrétinomimétiques de demain,
D'abord, on est en train de développer la voie orale parce que vous savez que c'est des peptides. Donc, les pharmaciens, les biochimistes le savent, les peptides sont très dégradés au niveau de la paroi digestive. Donc, on était obligé de les mettre par voie injectable. Et là, on est en train de développer des analogues du GLP-1 et des agonistes doubles et triples de manière orale en mettant de la gastroprotection sur ces peptides. Et enfin, on va sur des triples agonistes. Et le dernier que je veux vraiment vous présenter, parce qu'il est bientôt sur le marché, il a été présenté sur Cell Métabolisme, c'est le rétatutride. Là, le rétatutride, c'est un triple agoniste, GLP-1, GIP et glucagon. Donc, ce sont vraiment des hormones intestinales toutes impliquées dans le métabolisme, dans le surpoids, dans l'obésité. Et c'est le premier antidiabétique, parce qu'à la base, ça a été bien sûr utilisé dans le diabète, directement dans le foie stéatosique. Donc, du coup, vraiment des résultats très prometteurs sur la NASH, donc sur les conséquences de l'obésité, avec des pertes de 20%. Et on sait dans la NASH, par exemple, qu'en perdant 5 à 10%, vous avez une amélioration de la mortalité. Là, on est sur des pertes de 20% et des effets directs sur la cellule hépatique. Donc, les progrès continuent. On est sur aujourd'hui des avancées vraiment qui changent et qui permettent de médicaliser l'obésité. Jusqu'à présent, on n'avait pas de médicaments pour l'obésité, après les affaires qui étaient assez tristes, des médicaments qui étaient là pour l'obésité, mais qui avaient des effets secondaires très importants. Aujourd'hui, on voit un peu la lumière, puisqu'on agit sur le côté hormonal, mais sur un côté plutôt pléiotrope, parce qu'on comprend un petit peu mieux, on comprend plus le métabolisme, et on agit vraiment sur les interfaces du métabolisme, en améliorant, bien sûr, et en diminuant le poids de ces patients, mais surtout, c'est dans la continuité. Alors, juste un dernier message, il est obsolète de croire que ces médicaments vont agir de manière magique tout seul. C'est toujours en association avec, bien sûr, une nutrition adaptée, le professeur Heikel en a parlé, de manière scientifique et rationnelle. Bien sûr que l'activité physique et l'hygiène de vie, de toutes les manières, va jouer un rôle important. Et puis, bien sûr, avec des adjuvants peut-être probiotiques, prébiotiques pour la dysbiose intestinale, et toujours dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire. Parce que je pense que si on fait tout ça, c'est pour peut-être définir un parcours personnalisé du patient obèse, pour qu'il y ait vraiment du diagnostic à la prise en charge, un vrai parcours pour nos patients. Parce qu'aujourd'hui, les patients errent entre peut-être l'endocrino, le médecin, le nutritionniste, le diététicien, le coach sportif, et comme l'a dit le professeur Heikel, tout le monde veut agir sur l'obésité, mais réellement, on n'a pas encore de parcours personnalisé, un parcours qui pourrait vraiment aider nos patients du diagnostic jusqu'à la prise en charge, et puis bien sûr au long cours, tout ça dans le cadre de la prévention de toutes les maladies métaboliques qui vont agir et qui vont être probablement améliorées quand on améliorera l'obésité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé qui donne espoir. Et puis, je te remercie, Dr Ben Omar, pour cette dernière idée. C'est sur celle-ci que je voulais rebondir. C'est que vous avez dit qu'il faut médicaliser. Aujourd'hui, on médicalise l'obésité. C'est vrai, elle est reconnue comme maladie par l'OMS, par tout le monde. Mais est-ce que réellement elle est médicalisée? Est-ce que réellement on a un parcours du patient? Parce que ce qui manque aujourd'hui, nous avons plein de stratégies. Par exemple, la stratégie de prévention de l'obésité qui rentre dans un programme national de nutrition, mais il n'y a pas de plan national. J'ai regardé partout. Peut-être tout à l'heure, je discutais un peu avec mon cher collègue, concernant l'Algérie, on me dit qu'il y a l'ébauche, mais en tout cas, j'ai cherché dans tous les pays africains, il n'y a pas de plan national de lutte contre l'obésité, où on devrait avoir absolument le parcours du patient pour que le patient ne soit pas perdu. On le voit bien, je pense qu'après les interventions de nos experts, c'est clair que l'obésité est une maladie. Sa prise en charge est complexe. Les intervenants sont multiples. C'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est un réseau de soins. Et donc, si aujourd'hui il y a un appel, on dira qu'il faut une stratégie, un plan national. Ça serait, Inch'Allah, notre objectif.
en tant que société savante pour pousser un peu les choses à se réaliser. Alors, on continue notre discussion. Si vous avez des interventions concernant une intervention, allez-y, professeur. Oui, peut-être rapidement sur ce sujet. Il y a en Europe, donc l'EASO, donc c'est la Société européenne scientifique de l'obésité, qui est vraiment peut-être la référence mondiale sur le côté scientifique et connaissance de l'obésité. Et il y a, alors moi je ne suis pas le porte-parole de l'EASO, mais et je travaille avec quelqu'un qui travaille à l'EASO et qui ont lancé une démarche de certification, ou plutôt d'accréditation, pardon, de centres de gestion de l'obésité. Ils appellent ça des COM, Center for Obesity Management, pour accompagner justement les institutions à mettre en place un véritable parcours patient au sein d'institutions, donc c'est-à-dire d'hôpitaux. Et donc, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. On en est un peu au début, mais par exemple, cette société savante qui est au niveau européen, hein, qui chapeaute tous les pays s'y adhèrent, ont réfléchi pour mettre en place, essayer de structurer ce parcours patient à l'intérieur de ce qu'ils appellent ces COMS, et avec l'idée d'accréditer ces COMS, et donc qui ont un cahier des charges très précis pour pouvoir recevoir cette accréditation. Super, oui. Je voudrais vraiment remercier Dr Ben Omar et j'aimerais vraiment l'aide et le soutien des pharmaciens. Dr Ben Omar a parlé d'un certain nombre d'études cliniques et elle a bien précisé, il s'agit d'indications par rapport à l'obésité. S'il vous plaît, mes amis pharmaciens, la metformine et les antidépresseurs, ce n'est pas pour maigrir. Il n'y a pas d'indication. On voit beaucoup de patients. Et moi, je suis étonné. Il y a des gens qui deviennent des prescripteurs. On leur dit, mais est-ce que vous avez déjà vu un patient dans votre vie? Il y a des gens qui traitent des obèses par Internet ou par réseau social ou par radio. Ils n'ont jamais vu de patient de leur vie. C'est quand même incroyable. Vous n'avez jamais vu d'obèse, vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes en train de donner des preuves. J'ai des patients qui sont sous metformine, mes amis. La metformine, et je parle sous le contrôle de Kenza, ce n'est pas un anti-obésité. Ça n'existe pas sur le plan scientifique aujourd'hui. La même chose, certains antidépresseurs. Et donc, ce dont a parlé Dr Omar là maintenant, les nouveaux produits, attention, ils ont été étudiés, les essais cliniques, dans le cadre de l'obésité. Alors, ce n'est pas de venir dire, regardez, il y a des injectables qu'on peut utiliser par l'obésité parce que c'est des antidiabétiques. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser la metformine. Ce n'est pas ce qu'a dit Dr Ben Omar, bien au contraire. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous, nous qui prenons en charge ces patients, parce que de plus en plus, et je suis sûr que vous le voyez dans vos officines, des gens qui utilisent ce genre de médicaments pour maigrir. Ça n'existe pas, y compris, je ne veux pas citer de nom, comme ça je reste très correct, pour certains antidépresseurs pour maigrir. Et je crois que Kenza est d'accord avec cette approche, parce que nous prenons en charge les patients et on sait quelle est la souffrance et on sait quels sont les effets indésirables. Professeur Heikel, effectivement, si je peux intervenir, je suis étonnée de voir le nombre. En fait, il faut savoir que ces patients viennent en souffrance et sont prêts à tout. Les patients, après des parcours tellement de plus de 15-20 ans de prise en charge de leur obésité, quand les régimes, les activités, etc., même les chirurgies, vous savez que ces patients-là peuvent parfois carrément faire les ballons, les sleeves, même on a des reprises post-bypass parce que justement ça n'a pas été bien diagnostiqué, parce qu'il y a sûrement de la génétique derrière qui n'a pas été bien prise en charge, ou même des maladies hormonales, sont prêts à tout. Donc effectivement, on voit des patients sous antidépresseurs et les patients sont prêts à tout, Alors effectivement, notre rôle, c'est de faire les choses correctement, c'est pas de donner des médicaments. Et puis encore une fois, ces médicaments-là dont j'ai parlé, c'est pour des indications IMC supérieures à 27 avec comorbidité ou supérieures à 30 sans comorbidité. Donc on n'est pas en train de faire de la médecine esthétique, on n'est pas en train de faire maigrir des gens qui veulent perdre 4 kilos, 5 kilos pour être sur un maillot de pièces en été. Loin de là, on est en train de prendre des patients, on est en train de médicaliser l'obésité, peut-être des patients qui avaient recours à de la chirurgie bariatrique
sur des IMC entre 30 et 35, peut-être ces patients, on va pouvoir les aider sur le plan médical par les agonistes ou les doubles agonistes. C'est vraiment des indications particulières. Et puis, deuxième chose, c'est des médicaments, avec bien sûr une balance bénéfice-risque, des effets indésirables. Donc, ce ne sont pas des bonbons qu'on va prendre en parapharmacie, qu'on peut faire tout seul. Parce que le problème de la médiatisation et des réseaux sociaux, c'est que quand on a vu Kim Kardashian injecter ce médicament, tout le monde dit ben, c'est bien, on va pouvoir faire ça tout seul, et vous pouvez être étonné du nombre de patients qui le font seuls. Et c'est là où on ouvre la grande catastrophe, puisqu'on ne sait pas, ces patients, ils n'ont jamais fait de bilan, on ne connaît pas leurs contre-indications, on ne sait pas s'ils ont des soucis pancréatiques ou pas, et c'est là où le médicament peut être dévié et avoir des effets. Mais quand ça se fait de manière médicalisée, dans la bonne indication, et dans surtout le suivi et la prudence médicale, ça se passe très très bien. Et je pense que notre rôle en tant que praticien, médecin, scientifique et pharmacien, parce que c'est important, les patients passent par la pharmacie d'abord pour acheter ces médicaments, il est important qu'on connaisse et puis qu'on sache de quoi on parle, qu'on leur explique. On a encore des patients, quand on leur prescrit ça, on leur dit que c'est de l'insuline. C'est important qu'on sache ce que c'est et pour qui c'est indiqué, pour qu'on ne fasse pas du mésusage de l'information. Parce que malheureusement, quand on en parle dans les médias, ben, il n'y a que des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit qui en parlent. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et donc, notre rôle, et c'est très intéressant de parler comme ça dans des après-midi scientifiques et puis avec des experts de haut niveau pour comprendre de quoi on parle. Et tout cela, c'est dans vraiment le cadre de l'amélioration de la qualité de vie de ces patients qui se trouvent en grande souffrance aujourd'hui et qui sont un peu dans la culpabilisation et puis malheureusement qui ne trouvent pas les gens qui vont les écouter dans cette prise en charge. Je pense que j'ai encore un problème avec le micro. Donc, merci pour ces précisions qui sont très importantes à retenir. Alors, maintenant, j'aimerais, si je peux avoir l'écran, s'il vous plaît. J'aimerais, même si vous l'avez tout à l'heure dit, que les chiffres devaient être interprétés demain, je vais quand même vous donner quelques chiffres, j'insiste. Alors, j'insiste, oui, je vous laisse le soin de regarder et je vais vous donner en 2 mots, chacun, de me donner son avis sur ce qu'on va projeter. Je vais pas moi interpréter, je vais vous laisser regarder et me dire ce que vous en pensez réellement. Regardez ce tableau, ça concerne les enfants. Ça concerne les enfants et la projection en 2035. Nous aurons en Afrique 31% des enfants obèses. C'est nos enfants, notre chère relève. Donc, regardez ça c'est des données qui ont été publiées hier. C'est vraiment tout récent. Hein. C'est les dernières données. Regardez, je vous demande de regarder ce qui est en rouge surtout, ça concerne l'enfant. Par exemple, en Tunisie, la progression des enfants obèses, elle est de 3,6% en Tunisie. Au Sénégal, elle est de 6,5%, c'est-à-dire chaque année, nous progressons de 6,5%. C'est-à-dire chaque année, nous aurons 6,5% de plus d'enfants qui seront obèses. En Algérie, on est à 4,4%. En Mauritanie, on est à 7,1%. Moi, je vais parler que des enfants parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, le Mozambique, 7,4%. J'ai pris des exemples. Hein. On peut, dans ce référentiel, trouver tous les pays. Le Maroc, on est à 3,4%. Et en Côte d'Ivoire, on est à 6,7%. Je vous donne d'abord la parole, cher ami, professeur El-Fahim. Qu'est-ce que vous disent ces chiffres? Oui, par rapport à nos enfants, j'ai vraiment apprécié la dimension que Dr Adam à laquelle elle a fait référence en parlant de patients comme étant un être humain, et donc la dimension sociale.
Et donc, lorsqu'on aime nos enfants, on veut leur procurer tout ce qu'ils veulent. Et là, nous sommes dans une société moderne où l'accès à la nourriture et l'accès plutôt à la sucrerie est tellement facile. Nos enfants sont de plus en plus sédentaires parce qu'on les a fixés sur des chaises à cause de la technologie justement et à cause de leur téléphone. Et donc l'incorporation, bien l'intégration du sport qu'on avait quand on était petit dans les écoles, etc. Et on courait. Alors, nos enfants deviennent de plus en plus sédentaires. Nous les aimons davantage et en leur fournissant ce qu'ils veulent. Donc, on contribue fatalement à cette obésité qui n'est pas une obésité d'origine génétique. Je la qualifierais d'obésité volontaire. Et donc, il y a une éducation comportementale lorsqu'on va distinguer cette obésité, c'est d'origine génétique, d'une autre obésité. Et à ce moment-là, on peut agir parce que c'est quelque chose qu'on peut changer. Professeur Jafar Eikel, Merci. spécialiste de la santé publique, qu'en pensez-vous? Effectivement, ce sont des chiffres extrêmement inquiétants et en tant que société, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse aux enjeux sans culpabiliser personne. Sans culpabiliser personne, bien évidemment, et encore moins les parents. Bien entendu, on a envie de faire plaisir, vous l'avez bien dit, aux enfants. حبيبه انا ما بغيتش تاكل هذه بلا ما تاكلها حبيبه ما بغيتش الخضره وما بغيتش ما كاين مشكل حبيبه بغيت غير واحد الساندويتش حبيبه وي بيان سور حبيبه خذ ساندويتش بغيت فوينيدات بغيت الكرواسون بغيت بتي بان اللي بغيتي حبيبه غنعطيك. Bien évidemment, si vous faites ça avec des enfants de 6, 7, 8 ans, tous les médecins vous le diront, tous les spécialistes, vous pensez que vous allez le contrôler entre guillemets à 18 ans ou à 19 ans? Bien évidemment que non. Si la même chose, on a fait une étude avec les médecins du sport. Vous savez quelle est la discipline dans les écoles où on a le plus de certificats médicaux? C'est le sport. C'est là où on a le plus de certificats médicaux où les enfants ne vont plus faire d'activité physique. Et je l'ai dit hier, je pense, dans une conférence chez les résidents à la faculté de médecine ici, au Maroc, il y a plus de téléphones portables que d'habitants. On est plus connecté au réseau d'Internet qu'au réseau d'assainissement et d'eau potable. Et regardez autour de vous, dans les restaurants, partout, vos enfants, vos adolescents, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont tous là. C'est le plus grand muscle qui travaille. Vous le savez. Vous le savez, on le voit à la maison, on le voit au restaurant, on le voit les parents. Nous avons tous, sans culpabiliser personne. Donc pas d'activité physique. Ils sont branchés sur les écrans et les pédopsychiatres vous diront de plus en plus l'impact. Je ne parle même pas maintenant sur le plan obésité ou nutrition. Les endocrinos également le voient, les pédiatres le voient. Je parle de l'impact mental. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de preuves scientifiques. Donc pas d'activité physique, on mange mal, on n'a pas envie de manger les fruits et les légumes, on a envie de manger autre chose. Et l'environnement dans lequel on est n'est plus un environnement d'éducation nutritionnelle. Et la meilleure éducation nutritionnelle, d'ailleurs maintenant aujourd'hui les pédiatres parlent des 1000 premiers jours, l'importance des 1000 premiers jours pour nos enfants et dès le premier âge. Et on a aussi des études très intéressantes. D'ailleurs je vous invite à lire un livre qui s'appelle Les kilos de Sophie, qui est un très beau livre sur la nutrition, sur l'obésité et le surpoids des enfants, où on dit que les enfants vont prendre aussi exemple sur ce qu'ils vont voir autour d'eux. Le comportement alimentaire, le comportement et le mode de vie. Et je terminerai par dire un truc très intéressant. Dans l'hôtel qui est à côté où je suis, très intéressant, j'observe les gens qui sont au premier étage. La majorité prennent l'ascenseur. Au premier étage. Et donc, nous avons tous, je parle de nous tous, une responsabilité pour les futures générations. Et donc, s'il vous plaît, aidez-nous, travaillons tous ensemble, parce que réellement, si nous nous retrouvons, comme l'a dit Dr Baha, en 2035, avec le tiers des enfants qui sont surpoids ou obèses, Dr Baha vous le dira, bon, c'est bien pour elle et pour nous tous en matière de chiffre d'affaires, on aura plus de patients, mais c'est dramatique pour notre pays. C'est vraiment dramatique d'un point de vue de santé publique si, en 2035, un tiers de nos enfants sont en surpoids ou obèses. Au-delà, et vous le savez, je terminerai par ça,
de la stigmatisation. Les enfants sont méchants entre eux. Au-delà de la stigmatisation, je ne veux plus mettre de t-shirt, moi j'ai des patients, je ne veux plus mettre de t-shirt et de short parce qu'on me dit je suis gros, je suis grosse. Je ne veux pas me déshabiller, je ne veux pas aller à la piscine, je ne veux pas qu'on me voie avec des bourrelets. Il y a même des petits garçons qui me disent on m'a dit que j'ai des seins. Donc tout ça, mes amis, c'est de la stigmatisation. Donc travaillons sur l'éducation nutritionnelle de nos enfants dès le départ. Docteur. Merci, c'est Jafar. Alors effectivement, j'allais faire un petit propos sur la technologie. Bon, c'est un secret pour personne. Il y a des études assez anciennes en Suisse sur des enfants. En Suisse, l'étude date de 2004, où à l'époque, bon, il n'y avait pas les portables, en tout cas de façon aussi démocratique, et on regardait le temps passé devant la télévision. Et effectivement, on s'est aperçu que la prévalence des enfants augmentait avec le temps passé devant la télévision. On a en 2006 à l'université aux États-Unis, alors je vais reprendre mon téléphone parce que c'est des statistiques qui sont assez édifiantes. Donc en 2006, pour un jeune Américain arrivé à l'âge de 21 ans, né en 2006, arrivé à 21 ans, c'est en 2007, il aura passé 20 000 heures à regarder la télévision, 10 000 heures à regarder aux jeux vidéo, 10 000 heures sur son téléphone mobile, il aura vu 500 000 publicités qui évidemment poussent à consommer, et envoyé 250 000 emails et seulement passé 5 000 heures à lire, et il n'y avait pas à l'époque le fait de pouvoir sortir et aller jouer. Donc les enfants ne font plus d'activité. 2, ils sont exposés à la malbouffe. 3, il y a un phénomène qui est très important dont on parle peu. Et je reviens parce que l'enfant, c'est aussi la maman. Et la maman, avant d'avoir été une maman, a été aussi une jeune fille. Et cette jeune fille a été un nourrisson. Et nourrisson a été la fille d'une maman qui elle-même, si elle a été en surpoids, diabétique, etc., va transmettre. Et donc toute cette question aujourd'hui des maladies, en fait, dites chroniques, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme de transmissibilité? Alors on associe ça plutôt effectivement aux maladies infectieuses. Il y a une vraie question aujourd'hui de se dire, est-ce qu'on ne transmet pas ces habitudes de vie à nos enfants? Et dans ce cas-là, n'est-ce donc pas une maladie également transmissible? La deuxième des choses que je voulais dire, c'est que, et c'était dans mon propos de départ, et j'aimerais boucler là-dessus, c'est très important. Pour moi, la santé de la femme, c'est un vrai combat, c'est un vrai sujet. Et la santé de la femme en Afrique, parce que la santé de l'Afrique passe par la santé de la femme. Et voir aujourd'hui des femmes avec une charge mentale très importante, il y a 70 ans, les femmes travaillaient, en tout cas, étaient plus souvent à la maison. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on lui a rajouté le fait de travailler à l'extérieur. Quand il ne s'agit pas d'une famille monoparentale, comment voulez-vous que cette femme qui a moins le temps de cuisiner des aliments sains, qui a moins le temps de sortir avec ses enfants, qui a moins le temps d'être heureuse Donc, il y a aussi aider à mieux manger, il faut aussi penser à aider et accompagner sur le plan social. Et c'est pour ça que j'ai commencé aussi, et c'est une façon de boucler la boucle, par le fait que vous êtes une profession, parce qu'il y a de nombreux pharmaciens ici, une profession de sciences humaines et sociales. Votre dimension scientifique, personne ne vous la conteste. Vous êtes des scientifiques aboutis, vous êtes même des financiers aboutis, mais cette dimension sociale, cette passerelle, cette porte ouverte sur la société vous donne d'une certaine façon, voire vous oblige à cette responsabilité sociétale d'aller vers ces femmes et qui, elles, ont une charge et une responsabilité qui devrait être partagée dans le couple, quand il y a un couple, entre l'homme et la femme, et qui est là, ce n'est pas le cas. Et enfin, la dernière des choses, c'est que cette femme-là aussi, comme je le disais, paye un lourd tribut à l'obésité, et payer ce lourd tribut à l'obésité, ce sont aussi des comorbidités. C'est bien sûr les maladies cardiovasculaires, c'est de l'infertilité, c'est du cancer, et donc ajouter au coût énorme de l'obésité viennent s'ajouter encore un coût à la santé de la femme que nous devons de refuser. Et donc combattre l'obésité, c'est la combattre par, effectivement, en utilisant les technologies, la génomique, en utilisant l'aide nutritionnelle, d'aller descendre vers la médecine de précision ou la médecine de personnalisée, mais c'est aussi accompagner les sociétés, c'est un vrai changement sociétal, culturel. Et nos sociétés, on se voit souvent avec un peu d'autocensure comme étant des sociétés où voilà, les États-Unis, l'Europe, etc., c'est facile pour eux. Mais je crois que culturellement et profondément, il y a des valeurs aussi qui sont liées à nos traditions, parfois à notre religion, et sur lesquelles on pourrait aussi s'appuyer
pour justement éviter cette stigmatisation et accompagner la femme et la famille dans son rôle de revenir vers une consommation modérée, de revenir vers des aliments dont aujourd'hui on nourrit une bonne partie de l'Europe et dont on oublie de se nourrir soi-même en produisant ces aliments sains. Donc il y a vraiment aujourd'hui une vraie question et je crois que d'avoir les pharmaciens en partenaire, c'est une aide extrêmement précieuse dans le combat et la lutte contre l'obésité. Kenza, rapidement aussi, mais brièvement, parce que j'aimerais bien donner la parole aussi un peu à l'audience pour poser quelques questions et puis rebondir sur cette idée que vous avez dit. Kenza? Non, oui, alors, docteur Benamar? Oui, non, voilà, c'est bon, parfait. Donc, en effet, pour l'enfant, les chiffres dont tu as parlé sont effectivement retrouvés en consultation quotidienne. Hein. On revoit des patients obèses à partir de l'âge de 10 ans. Et d'ailleurs, on voit des maladies métaboliques du diabète de type 2 chez l'enfant. Chose qu'on ne voyait pas quand on était au banc de la fac. On nous a toujours appris l'enfant, c'est du diabète de type 1, donc c'est vraiment une maladie rare chez l'enfant. Là, on voit du diabète de type 2 et donc de l'obésité chez l'enfant. N'en parlons pas des obésités syndromiques, du Prader-Willi, etc. Non, on parle vraiment de l'obésité non syndromique chez l'enfant qui arrive par le biais de cet désordre qui se voit dès l'enfance. Alors, nous, les avancées thérapeutiques dont j'ai parlé tout à l'heure, fort heureusement, on a les AMM dès l'âge de 10 ans. Donc, vous voyez que, par exemple, les agonistes ou les doubles agonistes du GLP-1/GIP, on arrive à même les mettre en place chez l'enfant. Tout ça, bien sûr, dans le cadre d'une éducation thérapeutique. Ce qu'on essaye de faire, même si on arrive à le faire très modestement, individuellement au cabinet, c'est faire de l'éducation thérapeutique et de la déculpabilisation, parce que le problème de l'enfant, il est associé aux parents. Et donc, on voit des mères en souffrance, des enfants avec effectivement les méchancetés à l'école. Donc, on essaie de faire de l'éducation thérapeutique et vraiment, je pense qu'il y a un rôle énorme à la prise en charge psychologique de ces enfants. Souvent, ces enfants refusent l'aide du psychologue, mais il est important d'intégrer le psychologue dans la prise en charge de ces enfants au sein de la prise en charge familiale et du couple, parce que parfois, ça peut donner carrément des problèmes de couple. Donc, on voit ça vraiment tous les jours. Et c'est dans ce cadre-là, je pense, qu'il faut penser le parcours et qu'il faut penser la prise en charge multidisciplinaire de ces maladies. Merci, Kenza. Je vais vous donner un avis, mais je ne vous donnerai pas le droit de répondre. Oui, il n'y aura pas de démocratie là-dessus. Pourquoi? On a dit que pour l'enfant, on passe par la maman, et c'est vrai. Une fois la maman sensibilisée, c'est clair, elle ne veut que le bien-être de son enfant. Mais vous avez parlé de la femme. Et pour que la femme soit en bonne santé et pas obèse, il faut changer la mentalité des hommes. Je le savais. Oui, je sais que tu le savais. Je voulais la placer, si, je voulais la placer. Parce que, oui. Parce qu'aujourd'hui, la femme, elle veut faire plaisir aux hommes. Et je l'ai dit une fois avec une association Rondeur et Bonheur, j'ai dit que si l'homme aimait sa conjointe comme s'il était le papa, il ne lui demanderait jamais de prendre du poids pour lui faire plaisir. Et si on change, parce qu'aujourd'hui, on le voit, toutes les femmes veulent avoir des rondeurs pour plaire. Et si elle n'est pas ronde, elle peut avoir même aller vers des préparations qui sont néfastes. Ça peut être le sujet d'un autre débat qui prendrait tout un après-midi. C'est pour ça que je ne vous donne pas le droit, d'abord parce que vous êtes des hommes, et aussi pour ne pas... Et là... L'année prochaine. Younes, l'année prochaine. Le sujet de l'année prochaine, c'est noté. Parfait, merci. Oui, alors on donne 15 minutes, on a encore 15 minutes, on peut dépasser un peu? Donc 15 minutes, mais s'il vous plaît, des questions rapides et des réponses rapides. Oui. Merci beaucoup pour cette table ronde. Alors moi j'aurais deux petites questions. Que pensez-vous de ce terme qu'on retrouve souvent actuellement, le terme de diabésité,
qui est un concept qui met en relation deux pathologies métaboliques et qui affecte un grand pourcentage de personnes. Est-ce que c'est réversible? Les recommandations et comment prendre ça de façon, la prise en charge de façon holistique. Et ma deuxième question, que pensez-vous de la perte de poids liée au jeûne du Ramadan dans un contexte de régime alimentaire équilibré? Alors, je vais peut-être répondre à la première, je laisserai le professeur Haïkel répondre à la deuxième. Alors, concernant le terme diabésité, on sait que le diabète de type 2 évolue dans le cadre ou secondaire à l'obésité ou au surpoids. C'est-à-dire que c'est une même maladie, c'est un même substratum, c'est du même, on a le même rationnel en fait. C'est en ayant un surpoids ou une obésité. Alors, je reprends ce qu'a dit tout à l'heure notre ami spécialiste du microbiote. C'est vrai qu'on a des obèses métaboliquement sains. Nous avons, en effet, on voit des patients à 40 d'IMC, pas du tout d'insulinorésistance. Alors, c'est que c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, les patients qui sont en surpoids, obèses, avec de l'insulinorésistance, ils vont aller vers le diabète de type 2. Donc, cette maladie, ce diabète, on ne va peut-être pas l'appeler diabète de type 2, on va l'appeler un diabète secondaire à l'obésité. Et c'est dans ce cadre que le terme diabésité a été évoqué. Comment prendre en charge? C'est une prise en charge de l'ensemble et donc de l'insulinorésistance. Et pour casser l'insulinorésistance, c'est multifactoriel, c'est multidisciplinaire. Il faut améliorer notre hygiène de vie. Même si on essaye d'expliquer, sensibiliser les gens, là je suis dans une région à Ouarzazate, j'ai demandé un thé sans sucre, on m'a ramené un thé avec du sucre et on m'a dit il est sans sucre. Quand il a goûté, le monsieur, il a pensé qu'il était sans sucre parce qu'il y a tellement une habitude avec les papilles gustatives qui se sont habituées au sucre que pour lui, il avait mis peut-être 1 ou 2 sucres, mais c'était sans sucre pour lui. Donc, aujourd'hui, on est au-delà des recommandations de l'OMS pour le sucre. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on doit travailler pour lutter contre l'insulinorésistance et bien sûr, améliorer notre hygiène de vie. Et pourquoi pas traiter médicalement les états prédiabétiques, les états vraiment d'insulinorésistance. Et c'est dans ce cadre-là, dans les cas d'insulinorésistance, qu'il y a une indication aux médicaments de l'insulinorésistance, qu'elles soient les glitazones, qu'on n'a malheureusement pas sur le marché marocain, qu'ils soient les agonistes ou les analogues du GLP-1 ou les double agonistes, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que je pense qu'on peut intervenir et que comme ça qu'on peut éviter les chiffres du diabète. On est 4 millions de diabétiques au Maroc officiels et donc c'est comme ça qu'on peut peut-être intervenir en évitant ça. Alors pour la deuxième question, vous avez déjà vu une communauté qui jeûne et qui grossit. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, vous savez, les Marocains sont des khoubzivores. On mange. Vous le savez? 2 fois plus la quantité que nécessaire. Le sel plus que nécessaire, Kenza vient de le dire. Le sucre plus que nécessaire et le gras plus que nécessaire. Pendant le mois de Ramadan, la façon dont on se comporte, ce n'est pas un jeûne. Ça s'appelle une inversion du rythme alimentaire. Puisque le soir, je ne vous décrirai pas ce qu'on mange le soir, c'est pas qu'on se rattrape, on fait le petit-déj, le déjeuner, le dîner. Existe-t-il un être humain ou un mammifère sur Terre qui se lève à 3 heures du matin pour manger? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc je vous dis, si on ne fait pas attention, vous pouvez vous lever, c'est tout à fait normal. Mais pour prendre une petite collation, bien sûr ça il faut le faire. Mais si c'est manger une tagine à 3h30 du matin, vous imaginez. Donc pour revenir aux jeunes, les jeunes, attention par exemple, c'est à la mode maintenant les jeûnes intermittents. D'ailleurs, quand vous parlez de jeûne intermittent sur le plan scientifique, est-ce que vous allez compter les heures de sommeil ou non? Quand il y a quelqu'un qui me dit je fais 16 heures de jeûne intermittent et 9 heures de sommeil, il n'y a pas beaucoup de jeûne là-dedans. Parce que de toutes les façons, normalement, quand vous dormez, vous ne mangez pas.
Donc attention, le jeûne intermittent, oui, peut être intéressant pour la santé, mais pour une courte période. Ce n'est pas ad vitam aeternam. Mais pendant le mois de Ramadan, la façon dont on le fait, la façon dont, je dis, Ramadan c'est très bon pour la santé, je n'ai pas dit que c'est mauvais pour la santé. J'ai dit la façon dont nous mangeons pendant le mois de Ramadan, c'est une inversion du rythme alimentaire et non pas un jeûne. Si vous permettez un petit commentaire par rapport à une autre vision par rapport au jeûne de Ramadan. Lorsqu'on a parlé de ces gènes, nous avons des gènes qui se trouvent dans des zones de contrôle de notre cerveau. Et c'est l'hypothalamus et ces régions de cerveau, c'est eux qui contrôlent la satiété et la faim. Donc, en fait, quand vous avez faim, c'est votre cerveau qui le dit. Et quand vous êtes rassasié, c'est le cerveau qui va le dire. Si jamais il y a un dérèglement, et comme Dr Ben Omar l'a si bien mentionné sur les dérèglements hormonaux, etc., donc on va agir sur ce centre de contrôle. Mais nous avons à côté un autre centre, qui n'est pas un centre de contrôle, mais c'est un centre de plaisir. On mange pour le plaisir et on est induit à cette addiction. Et donc, on est sous la prise vraiment de ce contrôle cérébral. Le jeûne, c'est vraiment développer cette volonté et cette initiative personnelle pour dire à ce cerveau, c'est moi qui va te contrôler. Et je vais manger à un moment précis et ça vous donne une certaine volonté pour faire le régime alimentaire le plus approprié pour la santé. Si je peux juste réagir, alors, donc, on parle de diabésité. Bon, moi, en 2009-2010, j'étais auteur-contributeur sur un site américain qui s'intéressait à l'obésité infantile. Donc, ça fait quelques années que je réfléchis à ça et j'avais créé ce terme d'obésité, obesity en anglais, qui était, on se dirigeait vers la société de l'obésité. Et en fait, tout ça pour dire que, encore une fois, lutter contre l'obésité, c'est faire place nécessairement aux professionnels de santé, mais il y a une responsabilité sociétale qui est très large. Et par exemple, une des responsabilités qu'on cite assez peu, et pourtant ça a l'air complètement éloigné, c'est l'industrie des arts de la table, où on a vu aujourd'hui, parce que c'était esthétique, des assiettes doublées de dimension, des verres doublés de hauteur, etc., de multiplier, etc. Et rien que ça a un effet, parce que si vous allez aux États-Unis, pour ceux qui vont aux États-Unis, la première chose qui va vous choquer quand on va vous poser votre plat, c'est que vous allez voir, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent d'un plateau pour nous. Et vous dire, mais c'est pas possible, une quantité d'aliments, mais incroyable. Je vous donne juste une anecdote. La première fois que j'ai fait mon postdoc aux États-Unis, j'arrive, premier petit déjeuner le matin, on me pose des pancakes avec un broc de sirop d'érable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pancake, je mets un peu de sirop d'érable et je sens des regards sur moi. Je me retourne, quasiment toute la salle, donc c'est une pile de pancakes, et toute la salle, ils versent le broc sur la pile de pancakes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce type? D'où il vient? Il est tombé de la lune pour prendre juste un pancake et 3 gouttes de sirop d'érable. Et donc, tout ça, c'est une éducation de la société. Donc, pour dire qu'effectivement, le jeûne, c'est un élément très, très important pour nos sociétés. Il a ses vertus. Et effectivement, on l'a un peu dévoyé de sa fonction. Mais non seulement on a une richesse calorique, c'est-à-dire du contenu, mais le contenant aussi, c'est massifié, a augmenté. Et j'ai bien aimé le propos du professeur El-Fahim. C'est une occasion unique parce que pour ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, on est des êtres suprêmes, de se contrôler. Tu manges pas, comment c'est possible? J'ai juste décidé que c'est voilà. Et du jour au lendemain. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, je vous fais une confidence personnelle, c'est mon dernier propos, c'est que en dehors de Ramadan, jamais je me pose la question de sauter un repas et je veux dire j'ai faim. Et Ramadan, cette sensation disparaît parce qu'on est dans un contrôle. Donc c'est une opportunité unique de reprendre le contrôle sur soi. C'est pas qu'on n'aura pas du plaisir, on aura du plaisir à se retrouver, etc. Et depuis quelques années, et Dieu sait, donc je l'ai dit en propos liminaire, j'ai épousé doublement le Maroc, et donc que j'ai la chance d'avoir en plus une cuisinière hors pair, une femme brillante, elle n'est pas réduite à ça, mais qui fait des plats. Et on a décidé, on a dit stop.
on mange comme si les proportions et les aliments, nous mangions normalement, et ça permet mais c'est vrai que cette idée de profusion, la vie devient de plus en plus difficile, donc on a envie de se faire plaisir à la famille, mais à un moment donné, il faut raison garder et se dire, on peut faire Ramadan avec une table raisonnée, raisonnable, et garder sa santé. Bonjour, salam alaikum. Pour commencer, j'aimerais bien remercier nos professeurs pour ce sujet pertinent et vraiment d'actualité. J'ai 2 points à soulever. Je me présente d'abord. Je suis pharmacienne d'Agadir, c'est-à-dire de la zone du sud. J'ai fait un petit travail sur la nutrition, sur l'obésité et le diabète, basé sur des valeurs d'un laboratoire d'analyse de l'hémoglobine glyquée, des glycémies. Et je suis sortie avec quelques conclusions et beaucoup de questions. La première conclusion, c'est en 10 ans, dans la zone d'Agadir, 90% de la population il sera diabétique. Parce qu'il y a beaucoup d'obèses, beaucoup d'insulinorésistance, beaucoup d'hyperglycémie qui n'est pas diagnostiquée. Il y a d'autres profils, comme Madame a dit, qu'il y a d'autres profils, on trouve vraiment des obèses, mais qui ne sont pas diabétiques. J'ai posé la question, j'arrive pas à trouver une réponse pour cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui protège cette obèse ou quelque chose de génétique? Je me pose jusqu'à présent, parce que le travail, je l'ai fait en 2017, j'ai toujours la question, je n'ai pas trouvé de réponse. Le deuxième point, en tant que pharmacien, et dans la zone de sud, on n'est plus affronté à sensibiliser les femmes et à les conseiller de ne pas utiliser les corticoïdes pour grossir. C'est un grand problème qu'on affronte chaque jour dans le comptoir. Et je n'ai jamais vu qu'une patiente a demandé la metformine pour maigrir ou pour baisser le poids et donner une silhouette pour son corps. Donc ma question, est-ce qu'il y a possibilité de faire une hamalat hassisiya via les réseaux sociaux, le média, parce qu'on traite le problème avec une vraie latence. On passe de l'obésité, des maladies métaboliques, voire des maladies cardiaques, et on va dans ce chemin qui coûte trop cher pour l'État. C'est ma question. Merci beaucoup. Il y a 2 questions. La première question, est-ce qu'il y a quelque chose qui protège ces personnes qui sont... La première question, je pense que tout à l'heure vous en avez parlé, vous avez dit qu'il y a des personnes qui sont obèses mais qui ne sont pas obligatoirement, qui ne vont pas développer des maladies comme le diabète. Et à la deuxième question, peut-être pour professeur Jafar Haïkel, concernant la prévention. Est-ce que... Oui, merci. Alors tout à fait, lorsque j'ai parlé en introduction des altérations de l'information génétique, mais certaines modifications ou variations génétiques sont bénéfiques et protecteurs. Je prends un exemple très parlant. Il y a des gens, par exemple, en Europe, et qui avaient une mutation dans un récepteur, et ce récepteur, c'est le point d'entrée du virus du sida. Alors, ils avaient une résistance tout à fait naturelle à l'infection. Il y a une étude récente qu'on a fait également sur la prédisposition au Covid, et nous avons trouvé un gène qui s'appelle OAS, et qui est à 5% dans la population européenne, mais qui est à 15% dans la population africaine. Et c'est un gène protecteur contre l'infection. Il y a une autre notion qui est très importante en termes de génétique, c'est ce qu'on appelle la pénétrance d'un gène. Donc si la pénétrance elle est complète, ça veut dire que si vous avez cette variation génétique, vous allez avoir le phénotype. Mais par contre, il y a des gènes qui ont une pénétrance variable à 50%. Donc je peux avoir la même variation que l'autre, mais l'autre il va devenir obèse, et moi je ne le deviens pas parce que la pénétrance, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Peut-être rapidement pour les corticoïdes, on a fait une étude, pas uniquement à Agadir, également dans nos provinces sahariennes, à Flayoun et dans d'autres régions, à Goulmi, Masmara, etc. Effectivement, il y a cette notion, ils ne prennent pas que des corticoïdes, ils font des mélanges. Ils font un certain nombre donc, de mélanges pour que les femmes, et encore on va toujours dire c'est la faute des hommes, comme dirait Beha,
C'est à cause des hommes que les femmes prennent les corticoïdes. Les corticoïdes, il y a des effets indésirables et vous, les pharmaciens, vous le savez très bien, vous avez un rôle extrêmement important pour conseiller les gens, etc. Il y a des effets indésirables dramatiques avec les corticoïdes au long cours, surtout lorsqu'il n'y a pas d'indication médicale, bien évidemment. Ça, nous le savons, mais heureusement, ce n'est pas spécifique à l'ensemble des Maroc. Je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs, nous, on va le faire à partir de la semaine prochaine avec Baha, dans le lancement de la campagne de lutte contre l'obésité. Vous avez parfaitement raison. Il faut qu'on sensibilise un peu plus les femmes donc, du Sud pour que, si elles veulent des rondeurs, qu'elles puissent les trouver sans les corticoïdes. Je vais peut-être rajouter, professeur Heikel, juste une petite note. L'année dernière, on a eu un drame, un décès d'une jeune femme de 21 ans suite à la prise de corticothérapie en préparation et c'était lié à une insuffisance surrénalienne. Vous savez que quand vous mettez des corticoïdes, vous mettez en repos la glande surrénale et donc ces gens, quand ils arrêtent leurs corticoïdes, ils font de l'insuffisance surrénalienne aiguë. Et cette dame de 21 ans est décédée pas loin de Tarazout. Donc, c'est vraiment très, 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 très important que les pharmaciens nous aident, parce que je pense que ça passe par eux pour faire procurer ces gens, ces corticoïdes. S'il n'y a pas d'indication, s'il n'y a pas d'ordonnance, ben je pense qu'il ne faut pas donner les corticoïdes sans ordonnance, tout simplement. Je voudrais juste ajouter un point. L'année dernière, on a été touchés dans nos cœurs et dans nos âmes par le séisme qui s'est produit au Maroc. Et ça a évidemment perturbé des dizaines de milliers, pas dire des centaines de milliers de personnes vivant dans ces régions qui, par la générosité, ont vu arriver des flux et des dons massifs de nourriture préparée. D'accord ? Et probablement, je ne connais pas les statistiques dans cette région, mais si c'était une région où la prévalence de l'obésité n'était pas forte, on risque aujourd'hui, en les exposant à ce qu'on appelle processed food, avec des aliments préparés de manière industrielle, à faire en sorte qu'en fait leur alimentation va probablement se modifier du fait de l'arrivée de ces aliments préparés qui n'avaient pas nécessairement consommé, enfin qui n'étaient pas dans leurs habitudes de consommation. Et donc va s'ajouter aussi, et ça il faut vraiment être vigilant, à cette douleur qui nous a fait mal de voir ces familles qui payent encore un lire tribut et grâce évidemment à la mobilisation à Sa Majesté le Roi qui a mis en place tout un cadre extraordinaire et même exemplaire à l'échelle de la planète d'assistance près de ces populations. Il est, et justement, madame qui est à Gadir, pas très loin, un jet de pierre, si j'ose dire, de ces zones-là, peut-être en tant que pharmacien, en tant que sentinelle, encore une fois, de la population, d'aller voir comment les choses risquent d'évoluer auprès de populations qui ne l'étaient pas forcément et qui deviennent maintenant exposées à un mode d'alimentation qui n'était pas le leur. Bonjour. Rapidement, je suis vraiment désolée, mais je pense... Et il y a une dernière question, mais rapide. Donc, deux questions. Bon. Je vous remercie beaucoup. C'est Dr Choukouri Myriam. Donc, j'ai deux questions. Une pour le professeur Heikel et une autre pour le professeur Fahmy. Pour le professeur Heikel, j'aimerais savoir comment exactement vous prenez en charge le patient qui vient vous voir pour une obésité. Est-ce que vous lui prescrivez des tests génétiques ou pas? Est-ce que vous abordez la partie hormonologie? Est-ce que bon, voilà ma première question. Et la deuxième question pour le professeur Fahmy, c'est pourquoi vous avez séquencé juste 3 génomes? Pourquoi pas 24 qui sont dans la librairie? Et ça a été fait au Maroc ou à l'étranger? Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. C'est une consultation médicale complète, évidemment, avec examen physique, avec impédance-métrie, mais surtout l'enquête alimentaire, etc. et le bilan biologique. Par contre, j'espère que ça va se démocratiser et qu'il y aura les moyens et le remboursement de la prise en charge pour des tests génétiques. Bien évidemment, professeur Fahmy va vous le dire, bien entendu, on a fait beaucoup de progrès au Maroc, hein. Il y a tout ce qu'il faut dans notre pays. Mais il faut que l'accessibilité financière. Mais par contre, le bilan biologique, on le fait, comme nos confrères et consoeurs endocrinos ou médecins généralistes, le bilan est obligatoire. Le bilan essentiellement sanguin. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi une chose, et je merci pour cette question, c'est que la prise en charge n'est pas remboursée. Il faut faire attention. Donc on fait des fois des jonglages. Si vous êtes diabétique, oui, on va rembourser. Et si vous n'êtes pas diabétique, eh ben, on ne va pas vous rembourser. Donc ça, c'est un enjeu. Donc on essaie de jongler. On ne peut pas tout faire parce que des fois, c'est des prises en charge
et comme l'a dit Dr Omar, multidisciplinaire, à long terme, où il faut des bilans, et il faut beaucoup de choses, et donc ça coûte très très cher aux gens. Et je confirme également par rapport au coût de séquençage, nous payons 3 fois à 4 fois plus cher les réactifs de séquençage au Maroc par rapport à l'Europe. Et donc je vais vous donner des chiffres qui sont concrets. Pour faire un exome au Maroc, ça coûte 1 700 €, 17 000 dirhams. En Europe, il se fait à 500 €. Non. Ah, ok. D'accord. Et donc, si on a commencé par 3 génomes qui sont les génomes de nos étudiants en thèse, c'est d'abord pour voir la faisabilité. Et c'est un travail qu'on a fait dans une collaboration internationale avec l'université de Sheffield. Et il y a un transfert de technologie. Parce que la partie la plus simple, c'est de séquencer. Mais la chose la plus importante, c'est de pouvoir interpréter. Parce que nous avons la donnée génétique et nous avons l'information génétique. Tout le monde peut accéder à la donnée génétique, à la succession des A, T, C et G, mais qui va sortir l'information génétique? Et là, on est obligé dans les rapports de génétique, et parfois j'ai trouvé des erreurs pour ceux qui envoient justement les tests à l'étranger. Et je vois au haut de la page le nom de gène qui a été diagnostiqué, mais l'interprétation parlait d'un autre gène, pour dire que les gens ils font des copier-coller. Et donc il faut vraiment démocratiser l'accès et donc avoir la possibilité de les rembourser. Donc ma mission, ma principale en tant que chercheur et responsable d'une plateforme, c'est de tester les technologies, de faire des collaborations avec les cliniciens, de faire des études. Et nous avons fait justement des études pour la prédisposition de l'enfant. Et on a analysé justement les papiers gustatifs pour le CD36 pour voir est-ce qu'il y a une prédisposition génétique. Certains enfants, ils ont un variant qui fait en sorte qu'ils ne sont plus sensibles au goût des lipides. Donc, ils mangent énormément. Et pour terminer et rendre hommage justement à la femme dans son rôle le plus important dans ce qui est épigénétique et en même temps répondre à ce que Dr Adam a dit sur le plan de la transmissibilité et de l'héréditabilité de l'épigénétique. Donc, nous avons une mère obèse et elle est... il va donner naissance. Est-ce qu'il existe une empreinte génétique qui va être transmise aux générations suivantes? Est-ce que les modifications génétiques, cette méthylation d'ADN, est-ce qu'elle est transmissible? De la mère aux enfants. Ben, il y a des études maintenant tangibles et claires. Et je prends l'exemple de traumatisme psychologique. Il y a des gens qui ont vécu la guerre, des mamans qui ont vécu la guerre, et 3 générations plus loin, leurs enfants qui sont nés aux États-Unis, avec tout ce qu'ils veulent, avec la facilité pour l'acquérir, et ils ont développé des dépressions, etc. Ils ont développé vraiment l'expression de traumatisme alors qu'ils ne l'ont pas vécu. Ce qui est important, et c'est là le rôle fondamental de la femme, lorsqu'on revient à la conception de l'être vivant, au stade où on est encore des cellules, ben nous avons l'ovule qui contient le génome maternel. Ben ce génome maternel, il va garder la signature épigénétique. Par contre, le génome paternel, le pauvre, Voilà. il va être complètement déméthylé. Et donc, la femme lui impose que sa méthylation revient au temps zéro et c'est elle qui va le méthyler. C'est elle qui commande. Pour le méthyler. Méthyler, s'il vous plaît. Avant de donner, je voudrais peut-être, Dr Kenza Ben Omar veut se retirer, elle a un engagement, c'est bien ça? Oui, malheureusement, je commence ma conférence à 17h30. Ben, écoute, d'être parmi vous. On vous remercie infiniment, vraiment pour votre disponibilité. Et puis, sincèrement, vous nous avez donné des éclaircissements avec des espoirs. Comme toujours, votre compétence est claire. Au nom de tout le monde, des organisateurs, des experts qui sont avec moi sur le panel, je te remercie, Kenza. Merci. Beaucoup, merci. Oui. Salam alaikum. Je remercie nos éminents professeurs et spécialistes aussi
pour tous ces éclaircissements de cet après-midi. On a beaucoup appris. Et je me présente, je m'appelle Touami Abdrahim, je suis pharmacien à Marrakech. Et en même temps, je fais de la médecine chinoise et de l'homéopathie, beaucoup d'homéopathie. Alors j'ai eu la chance de participer à un groupe de prise en charge d'obèses 150, 170 kilos au sein du CHU ici à Marrakech sous l'encadrement du professeur Ansari, Nawal. Et vraiment, j'ai découvert que c'est une maladie très complexe, comme vous avez précisé. Très complexe à prendre en charge. Il y avait tout, les nutritionnistes, les chirurgiens, les psychologues, tout. Moi, j'étais en tant que pharmacien, pas pour la casquette pharmacien, mais en tant que médecin chinois, même si j'ai les yeux pas bridés. Alors, j'ai compris que c'est une prise en charge très complexe. L'apport de la génétique, l'apport du nutritionniste, tout avait sa place. Après, je reviens à mon rôle en tant que pharmacien dans mon officine. Là, j'aimerais partager avec mes confrères et surtout recommander de lancer des études de prise en charge en matière de dépistage de l'obésité, pour ne pas arriver à ces poids très lourds à prendre en charge, être dans cette phase où on est, comme vous avez dit tout à l'heure, les petits poids qu'on peut... Là, le pharmacien a un très grand rôle à jouer. Il le joue déjà sur le terrain, comme vous avez précisé, je vous en remercie. Mais il faudrait structurer cette approche. Sincèrement, au sein de l'officine, le pharmacien a des difficultés à orienter endocrino, nutritionniste. Lui aussi, il fait des conseils, mais en matière de... C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a besoin de se rassembler sur le sujet pour pouvoir. Maintenant, mais rajouter aujourd'hui la génétique, c'est aussi un tableau très important aussi à développer. Donc, pour moi, c'est une maladie à laquelle il faut cerner d'une manière collective et collégiale pour pouvoir la prévenir surtout. Et je vous en remercie. On finit sur cette image. Rapidement, Oui. et on clôture. Alors, très rapidement, je vais me mettre ici pour pouvoir voir cette image-là. Là, c'est vraiment l'illustration, ou bien l'exemple illustre des conséquences d'un test génétique. Vous avez cet enfant qui a 3 ans et qui pesait 42 kilos à l'âge de 3 ans. Un simple test génétique, on va trouver l'altération de l'information génétique dans un gène qui s'appelle la leptine. Et donc, dès qu'on a trouvé cette altération, comme il a dit Dr Ben Omar, donc c'est une hormone qui va être sécrétée par le tissu adipeux et qui va agir sur l'hypothalamus pour lui dire « ça suffit, vous êtes rassasié ». Mais lui, il n'a pas de leptine. Donc, il est hyperphagique, il va continuer à manger. À l'âge de 7 ans, lorsqu'on a complémenté avec la leptine, il pesait 32 kilos. Et donc, c'est ça le rôle vraiment crucial de la génétique, surtout lorsqu'on va dépister des maladies qu'on peut traiter. Et pour terminer, pour vous dire à quel degré la recherche est développée dans ce domaine, on est dans l'ère de la thérapie génique. On est dans l'ère de la chirurgie de génome. Actuellement, il y a des techniques qui sont en train de se développer pour faire le changement d'un seul nucléotide. Donc, il n'est pas trop tard pour le Maroc qui dispose d'une infrastructure et surtout des cerveaux. Parce que les Marocains qui sont à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, ils excellent. Pourquoi? Parce que leur cerveau, il est dans un environnement propice. Et lorsque ce cerveau revient à l'environnement du Maroc, je vous laisse terminer. Je vous remercie. J'ai tellement de questions. Je voulais poser des questions. J'avais préparé pour... je voulais vous poser des questions sur la télémédecine, sur la nouvelle technologie. Ce sera l'occasion de la table ronde de l'année prochaine, si vous êtes d'accord.
on fera l'obésité 2. Oui, avec plaisir. Donc, Je suis voilà, prête dès maintenant. la série Netflix. Je remercie l'audience pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. On est très heureux de voir qu'une salle aussi pleine. Je tiens à vous remercier, chers experts, pour votre disponibilité, puis les réponses et tous ces éclaircissements que vous avez apportés. Je pense qu'on peut clôturer cette séance et vous dire à la prochaine. Oui. Oui, alors, j'étais là en tant que speaker et vraiment merci de m'avoir écouté. Comme je l'ai dit, j'ai aussi la casquette de cofondateur en fait, de ce village de l'innovation que j'ai cofondé il y a 3 ans ici au Maroc avec Younes Belayashi, qui est le commissaire général du salon Officine Expo, qui a créé ça il y a 21 ans. Et donc, nous, on est le dernier bébé, après Pharma Africa Meeting créé il y a 7 ans, et donc le village d'innovation il y a 3 ans. Et donc, on est arrivé maintenant à ce format de conférence. Je voulais, c'est normal, de rendre hommage à nos partenaires qui nous ont accompagnés et permis justement de se mobiliser, de mobiliser les experts à travers leur réseau, c'est-à-dire l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, les 2 grandes fédérations industrielles, l'AFMIP et le LEM, un nouveau cluster créé par une brillante dame, Radia Shmanti Houari, qui est le Health Innovators Hub, qui va accompagner des startups et essayer de faire en sorte que cet écosystème d'innovation se développe. Et puis aussi des premiers échanges qu'on a eus avec l'Agence du développement digital. Et tout ça, bien sûr, grâce au patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, merci encore d'être resté là et je vous dis donc à l'année prochaine. Je vais juste demander à la photographe de bien vouloir accepter que nous prenions une photo et voilà, au plaisir de continuer les échanges et merci d'être resté jusqu'au bout.